Bienvenue sur cette émission Masterclass. Ça faisait un petit moment, on a bien profité de notre été. On revient du surfing Bitcoin, on va vous en parler. Comme d'habitude, le format, on va vous parler d'actualité, on va vous parler d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Avec ce nouveau logiciel, on a aussi la possibilité d'afficher en temps réel le chat, ce qu'on va faire dans très peu de temps. Voilà, je vais juste prendre le temps d'envoyer un petit tweet pour annoncer tout ça et c'est parti. Si jamais vous nous écoutez sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à like, laisser un petit commentaire pendant l'émission pour pousser dans l'algo. On vous laisse... Non, j'allais dire une bêtise, donc je vais me retenir de la dire. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va envoyer pas mal de nouveaux contenus sur la chaîne parce que c'est vrai qu'on avait envoyé pas mal de contenus condensés de nos interviews. Il y a pas mal d'interviews qui sont programmées, notamment Abdel après le 4 septembre dès qu'il rentre de vacances. Je vais essayer d'en faire avec d'autres acteurs de l'écosystème, dont des acteurs pro-Bitcoin pour changer un petit peu. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. De toute façon, on s'est vu très récemment avec Surfing et tout. Oui. Ça fait du bien un petit peu de voir le soleil et l'écosystème surtout. Et ça a surtout permis aussi de se rapprocher un petit peu plus de Bitcoin parce que voilà, on fait pas régulièrement des conférences sur Bitcoin. Et c'est toujours l'occasion de prendre sa petite dose annuelle en soi d'optimisme sur Bitcoin, même si en soi, cette édition, il y a eu pas mal de sujets qui ont été abordés, y compris en dehors de Bitcoin, donc voilà. Yo à tous ceux qui arrivent en tout cas, et petite nouveauté sur le live, normalement on va pouvoir afficher les commentaires directement dans le chat, donc yo Stuffer, yo Erratic Ape, yo les gars, j'espère que vous allez bien, yo Nico Drax 66, yo Cydia, Sed Mike, Calo, Messinéa, j'ai très peur des dérives dans les pseudos qui vont apparaître sur le live, donc C'est pas grave. En tout cas, pour la partie éclairage de mon côté, je réglerai ça la prochaine fois. J'avais pas le souci avant l'émission, mais ça fera plus propre que si je vous laisse un fond vert ou un appart qui part un peu dans tous les sens. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir les messages directement sur l'émission, surtout pour les ouais. personnes qui vont nous écouter sur YouTube. Ça fait bien plaisir et puis je pense que cette amélioration de qualité va vous plaire, notamment quand on va vous partager l'écran. Déjà, dites-nous, est-ce que vous sentez là tout de suite que sur les webcams, sur le son, il y a eu de l'amélioration ou pas? Ça me ferait Normalement, plaisir la de le qualité savoir. devrait être mieux que d'habitude, Mm. donc c'est plutôt cool. On verra évidemment si ça tient, s'il n'y a pas de lag, de petits cuts et tout. Mais normalement, tout devrait bien fonctionner. Et voilà. Capette bien bronzé, ouais. Capette Ouais, qui a bien carrément. bronzé J'ai à bronzé de Biarritz. fou. C'est vrai. Qualité meilleure, sont toujours aussi bons. Ok, j'ai pas tout compris. Rien de négatif en tout cas. Ok, parfait. Let's go, let's go, let's go. Yo, Stéposcope, yo Calo, yo Biboff, yo les petits potes. Donc aujourd'hui, on va faire aussi un gros point sur le marché parce que j'ai pas publié de vidéo nécessairement pendant quasiment 8 jours, 9 jours. Donc ça va être évidemment le moment de faire un petit point sur ça. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'actu. Sur la partie actu, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses. On a eu tout ce qui était PP qui s'est un petit peu, comment dire, accéléré avec un potentiel rug pull. En tout cas, certains membres de la team qui ont vendu leurs jetons. Euh, tranquillement, au calme. On a eu aussi pas mal de news autour de Mastercard et de Binance, de Friendtech, enfin bref, pas mal de choses intéressantes. Donc, ce sera évidemment l'occasion d'évoquer tout ça. De votre côté, qu'est-ce que vous avez fait les potes cette semaine? Est-ce qu'il y a des gens déjà dans le chat qui sont venus à Surfing ou pas? Peut-être qu'on vous a croisé. Pour le coup, en fait, on a discuté avec pas mal d'entre vous, dont des gens qui font partie du club, donc ça fait extrêmement plaisir. Et petite nouveauté du live, si je dis pas de bêtises, voilà, on a mis un petit overlay simplement qui vous permet qui vous permet de scanner un QR code et d'accéder en fait directement au club et d'avoir plus d'infos sur ça. Pour information, le club c'est une partie un petit peu plus premium sur Coin Academy où on met des contenus en accès anticipé et des contenus exclusifs, que ce soit des contenus vidéo ou des contenus écrits. Et lorsque vous achetez un des NFT Coin Academy, donc sur chaque article d'actualité, vous pouvez obtenir, eh bien, vous avez accès donc à ce club-là et probablement très bientôt la DAO on essaye de mettre en place et qui va, je pense, être assez appréciée de la communauté. En tout cas, on va tout faire pour que c'est un impact positif et qu'on puisse en fait amener des choses assez nouvelles. Parce que jusqu'à maintenant, on parle de Web3 et de médias, mais tout le monde ne joue pas forcément le jeu d'essayer ces technologies-là. Et nous, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Après, évidemment, je pense que certains n'ont pas joué ce jeu dans un sens parce que voilà, ça a des Pas forcément contraintes. Et évident puis parce aussi. que certains
trouvent pas ça forcément ultra pertinent. Donc nous, on va essayer de tester un petit peu tout ça et on verra tout simplement comment ça se passe. Alors si jamais Léo, j'ai identifié un premier Ouais. bug avec ce nouveau soft qui va pas impacter le live, qui va pas t'impacter toi. Mais tu vois, des fois, j'aime bien regarder le retour en plein écran chez moi. Quand je le fais, la prévisu du chat, elle saute. Ouais, je sais. Faut Mm. pas bouger le layout. Mais en tout cas, le chat ne saute pas sur le live. C'est ça le plus Oui, important. exact. Donc voilà. Merci Sarta pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Dont 5 mois consécutifs. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait super plaisir. Yo Frozen Seal, yo le ref, ça va ou quoi? Merci à vous pour les articles sur le staking. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais peut-être enlever le chat, voilà, et afficher l'écran, voilà. On a sorti pas mal d'articles récemment sur l'académie. Donc vous pouvez aller tout simplement sur coinacademy.fr/académie et vous allez avoir en fait tout simplement tous les derniers articles qu'on a publiés, dont aussi les articles qui ne sont pas récents et donc qui ont été traités par le passé et donc catégorisés en fonction de leur thématique, donc NFT, trading, etc. Et donc dans ce qu'on a sorti récemment, on a pas mal de choses qui sont sorties, notamment autour de... tu m'as Attends, enlevé j'ai fait l'écran, une je crois. bêtise. Oui, je découvre encore. Je découvre encore. Non, t'as mis le Excuse-moi. mauvais écran. Remets mon écran, s'il te plaît. Je suis désolé, les gars. Problème de régie, comme on dit. Voilà, Voilà. c'est bon. Et donc on a sorti pas mal d'articles associés en fait au staking. Donc on vous explique comment staker vos atomes, comment staker vos matic, comment bridger vos fonds sur le réseau Base si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On vous parle aussi donc du staking de Solana, des frais sur Binance, Bitget, Coinbase, Bybit, en étant hyper agnostique sur tout ça. On vous a parlé aussi de comment récupérer vos crypto-monnaies transférées vers le mauvais réseau, de Arkham Intelligence, de staker vos Ethereum. Bref, on vous a parlé de plein de choses sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Tout est évidemment disponible gratuitement et je vais tout simplement vous mettre ça dans le chat. Je sais pas si ça apparaît proprement. Voilà. Normalement, ça arrivé dans le chat, les gars. Et vous avez accès à tout ça gratuitement. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas coinacademy.fr ou vous n'y allez pas assez souvent, eh bien prenez le réflexe parce qu'il y a beaucoup de choses assez intéressantes qui existent. En plus des formations gratuites qu'on a sorties sur Bitcoin et Ethereum et qui ne vont pas être les seules puisque d'autres formations vont sortir très rapidement a priori. J'en profite, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, on vous mettra de temps en temps le QR code avec le club qui est gratuit. C'est un Discord où on peut échanger ensemble et il y a une partie disponible pour les gens qui achètent nos NFT pour pouvoir justement avoir accès à des infos supplémentaires et des choses supplémentaires sur le site dans la partie club. Exactement. Salut GTA Surfing, vous étiez super sympa. Bah écoute, ça fait plaisir, hein, on essaye d'être nous-mêmes. Hein. Je pense pas qu'on soit vraiment différent entre les lives et IRL, mais peut-être qu'on est des tocards en live, en tout cas, enfin en IRL je veux dire. Non mais en tout cas ça fait super plaisir, on a vu pas mal d'entre vous. Après il y a toujours des gens qui sont assez comment dire, assez frileux ou timides. Mais, Oui. mais voilà, quand vous nous voyez en conférence, n'hésitez pas. Franchement, nous, ça nous fait plaisir. C'est avec plaisir qu'on discute avec vous. Tout simplement parce que vous faites partie de la commu. Et puis aujourd'hui, si Coin Academy, c'est Coin Academy, ou même ces lives-là, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous trouvez ça plutôt intéressant. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis d'accord. Voilà, pour revenir un petit peu du coup sur ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'on n'a pas eu d'émission masterclass ensemble la semaine dernière, et la semaine d'avant, c'est Léo qui a géré. Et bah tout simplement, moi j'ai profité de mes vacances. J'ai toujours eu la maladie de mélanger un peu trop taf et vacances. Là, j'ai fait peut-être un peu trop de vacances. Donc c'est fini. Voilà, on a terminé l'été. Maintenant, on va se remettre au boulot. On va arrêter de courir partout parce que entre les trajets, les vacances en tant que telles, on perd un temps fou. Il faut se remettre dans le guidon, faut resuivre ce qui se passe. Et moi, si tu veux, alors je sais pas si c'est ton cas, Léo, et j'ai la question pour le chat pour les gens qui sont créateurs de contenu ou autres. Moi, je suis assez focus sur les stats, peut-être trop, contrairement à certains créateurs de contenu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des périodes dans l'année, comme par exemple mars, avril, mai ou août, septembre, où c'est plus calme. Tu sais, tu prends sur toi et tu te dis what the fuck, quoi. Et du coup, bah avant, même pendant les vacances, j'étais en mode putain, comment on fait pour créer de l'activité, faire des vidéos sur YouTube, etc. Là, j'ai pas envie de m'infliger ça. J'avais pas envie de nager à contre-courant. Et voilà. J'en ai profité. Après, honnêtement, je pense qu'il faut évidemment savoir profiter, mais je pense qu'il faut pas être focalisé uniquement sur les stats, tu vois, parce que Oui. en fait, si tu te focuses sur les stats,
Enfin, si moi, personnellement, je me concentrais sur les stats, je ferais un top 10 des altcoins tous les jours, en fait. Donc, ça amène pas forcément que du bon. Et puis, il faut aussi comprendre que le marché, il est cyclique et saisonnier. Donc, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est pas pour autant que le marché est moins intéressant. Après, forcément, quand tu fais moins de stats, par exemple, sur une vidéo YouTube ou même sur Twitter ou peu importe, hein, tu peux être un peu peut-être frustré parce que quand, en fait, tu produis ton contenu, tu as envie qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes. Mais je trouve que quand on réfléchit que en termes de stats, peut-être que je dis ça pour me rassurer, hein, évidemment, mais quand tu regardes que les stats, au final, tu as tendance à sous-estimer beaucoup de contenu. Il y a tellement de perles sur Twitter, des gens qui font des choses super Complètement. pertinentes, ou même en vidéo qui font pas une tonne de vues. Si on devait absolument juger leur travail juste par le nombre de vues, on regarderait pas forcément les personnes les plus pertinentes, quoi. Non, mais clairement. Et tu vois, avant Coin Academy, moi je suis youtubeur sur tout ce qui est hardware, etc. Et tu parles à Nvidia ou à un autre et il va te dire, moi tu me parles à moi, je m'en fous que tu fasses 10 000 vues ou que tu en fasses 100 000. Moi je sais ce que tu fais. Par contre, quand j'envoie un rapport à mon management au-dessus, bah ils veulent des vues, tu vois. Ouais, Ils veulent rien d'autre. Et c'est ça le truc. Et quand tu négocies des contrats, bah les gens ils veulent de la vue, ils veulent que tu aies plein d'abonnés, etc., etc. ouais, mais ces gens-là, il faut aussi qu'ils comprennent que le marché il est saisonnier, tu vas pas les sortir de je sais Complètement. pas où les vues. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je fais gagner 25 $ sur Twitter. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre un petit like sur le tweet pour ceux que ça intéresse. 25 $, j'enverrai ça directement après le stream. Je ferai un petit tirage à la mano directement dans les likes. Et puis j'enverrai ça en USDT TRC20 a priori si ça vous intéresse. Vous en faites ce que vous voulez derrière. Donc voilà. De ton côté, du coup, j'ai vu que tu t'es occupé du Coin Hebdo, donc de toutes les news de cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu pertinentes avant qu'on passe à la suite, des choses qui t'ont un petit peu... Laisse-moi le remettre devant mes yeux. Bah moi, personnellement, ce qui m'a le plus touché, entre parenthèses, cette semaine, ça a été un ancien ingénieur d'Alameda qui s'exprimait en fait sur sa vision en tant qu'ancien ingé chez Alameda avant et après le crash FTX. Parce que, bon, tu sais, c'est un peu comme Terra Luna. Tu peux être frustré parce que tu as perdu des sous et tout, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu démêler le vrai du faux. Et dans son cas, bon, on va en parler juste après, mais de se dire, bon, il y avait beaucoup de promesses, il y avait beaucoup d'ambition. Moi, j'étais à fond là-dedans. Et puis, in fine, on a ce résultat-là. Ça met une sacrée douche et ce sera intéressant d'en parler. Mis à part ça, moi, j'ai eu deux petites routines là sur des trucs pour m'amuser un petit peu dans les crypto-monnaies. Déjà, je vais essayer d'identifier les crypto-monnaies en proof of work qui ont du potentiel parce que je pense que le proof of work a encore énormément d'avenir. Caspa en a été la preuve. La deuxième chose, c'est essayer d'identifier peut-être des altcoins qui sortent du lot. Et ça, bah, on regardera juste après en regardant un peu quels sont les coins à volume et pourquoi. Est-ce que c'est juste un buzz momentané ou justement est-ce qu'il y a du volume parce que ça accumule pour préparer un prochain bull run. Et Voilà. par rapport à Surfin, pour venir un petit peu sur Surfin, parce que c'est quand même Oui. enfin, c'est l'event auquel on a été ces derniers jours. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors, Qu'est-ce moi, que tu retiens? Surfing, il y a eu deux capettes. Il y a eu le capette en interview ultra pro, en mode je suis avec des gens ultra pertinents, plus je peux leur parler, mieux c'est ce que j'ai fait. Surtout avec des gens qui bossent sur Lightning Network pour essayer de comprendre justement pourquoi les gens n'utilisent pas Lightning, pourquoi il n'y a pas autant de marketing que sur des altcoins par exemple. Et donc, bah, pour répondre simplement sur ce point-là, pourquoi? Parce qu'en fait, Lightning Network, ça a été prototypé en 2015, je crois. C'est sorti en mainnet en 2017. Et au début, absolument personne l'utilisait en 2017, voire même en 2018. Et en fait, si tu veux, par-dessus Lightning, tu as... enfin, Lightning est un protocole open source, mais tu as trois grosses entreprises qui bossent principalement sur le cœur de Lightning Network. Donc, pour les citer, il y a Blockstream, que vous connaissez sans doute, qui bosse sur plein de produits. Tu as Lightning Labs, qui est une entreprise un peu plus, on va dire, commerciale, ambiance Silicon Valley, qui ont levé des fonds dans ce monde-là. Et une entreprise française qui s'appelle A5. Et voilà, ce sont ces gens-là qui bossent avec des implémentations différentes, parce qu'il y a plusieurs implémentations de comment travailler sur Lightning. Et après, tu as plein d'autres entreprises au-dessus qui bossent. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pour avoir des utilisateurs, bah, il faut des applications, il faut des wallets. Et des fois, tu as envie de coder une fonctionnalité pour ton wallet, et juste, tu peux pas la faire parce que le protocole Lightning en tant que tel ne permet pas. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu essaies de voir ce qui est possible de faire.
Et comme Lightning, c'est pas que ton bébé à toi, bah, il faut que tu en parles avec les autres. Donc, si tu veux, c'est 3 entreprises qui sont en concurrence en même temps. Elles essaient de réfléchir à des standards qui font sens et après, elles font des mises à jour sur Lightning. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis des années et des années. Et à chaque fois, ils sont en mode, bon, bah maintenant, on va envoyer du marketing agressif. Et puis, en fait, non, peut-être qu'on pourrait encore améliorer ça, avant d'y aller. Et ils font que ça depuis des années, tu vois. Et au final, Mais c'est ils comprennent pas le concept de MVP du coup? bah, ça marche, mais comme c'est pas, t'as pas d'altcoin sur lesquels tu spécules, c'est du paiement, c'est de l'argent de poche, Lightning Network, tu t'en sers pas pour bouger des centaines de milliers d'euros, tu vois. Tu t'en sers pour faire des paiements à 5 ou 10 balles ou 50 balles grand max. Bah, en fait, En eux, fait, ils sont préoccupés sur ça. c'est surtout par rapport au marketing, tu veux dire. Ils veulent pas envoyer la sauce niveau marketing tant que tout ça n'est pas en place et qu'ils sont 100% sûrs, entre grands guillemets, que bah, en fait, ils vont pouvoir fit à la majorité des besoins qu'il peut y avoir sur C'est ça, ils sont et concentrés pas sur le créer de produit. déception. Sur le Voilà. produit et l'expérience utilisateur. Et ensuite, comme c'est extrêmement complexe à ce stade, moi je leur dis à chaque fois, tu sais, pendant les interviews qui seront bientôt disponibles pour les membres du club d'ailleurs, comment on suit l'actu Lightning, tu vois. Et ils disent, bah, t'as des newsletters pour développeurs, t'as des trucs pour développeurs, mais il est vrai que t'as pas vraiment de médias spécialisés sur Lightning ou de médias qui couvrent Lightning parce que c'est trop technique, c'est trop technique. Et eux, ils sont dans une vision de leur côté en tant que développeurs qui est, bah, en fait, moi, j'ai pas envie de leur parler de technique, j'ai justement envie de leur dire que c'est pas technique du tout, c'est simple pour que quand ils vont dire à leurs potes, vas-y, envoie-moi des bitcoins via Lightning, c'est t'installes un wallet, tu flashes un QR code et basta. Tu leur parles même pas de clé publique en fait. Merci beaucoup pour les 3 subgifts Crypto Kaiba, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Donc en soi, ce que tu veux dire, c'est qu'actuellement Lightning, en tout cas les nouveautés de Lightning intéressent plus les développeurs que le retail et qu'ils attendent avant de pousser de manière agressive vers le retail, enfin les particuliers qui, eux, pourraient faire plus de transactions. Après, ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a aussi pas mal d'exchanges maintenant qui supportent Lightning, De plus en plus, mais, exactement, de plus en mais plus. à voir. Et tu vois, bah, un exchange, son business, c'est de faire du volume de transactions. Donc, quand il met en place Lightning, l'exchange, là, tu peux le dire, il le fait clairement pour faire plaisir à la communauté. Et voilà, donc normalement, Binance a intégré récemment Lightning. Bientôt Coinbase, j'espère. T'as Kraken qui le fait. Mais t'as plein de gros exchanges, pour en citer quelques-uns, tu vois, des Bybit, des BitGet, etc., qui, à ma connaissance, ne les supportent pas. Et après, côté wallet, il faut comprendre. Alors, l'avantage, c'est que dans la formation de Bitcoin, d'ailleurs, qu'on a faite, je vous propose un wallet qui s'appelle Phoenix. C'est un wallet qui a été créé par l'entreprise française et ça, c'est bien foutu. C'est-à-dire que tu peux envoyer un peu moins de 10 dollars de BTC dessus, donc des BTC natifs, et ils vont être capables de t'offrir des BTC sur Lightning Network. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ça se fasse, il y a quand même des transactions qui sont créées parce que tu as toujours l'ouverture d'un canal de paiement, puis la clôture d'un canal de paiement. Donc ça fait 2 transactions on-chain, ça veut dire des frais 2 fois. Et ça, faut les assumer. Et ensuite, dans ton canal, tu vas avoir une capacité maximum de BTC. Je vous donne un exemple. Imaginons, j'ouvre un canal avec CryptoPixu de 1 Bitcoin. Ça fait 30 000 dollars. Et puis, pour je ne sais quelle raison, on a besoin de faire un paiement qui dépasse largement les 30 000 dollars. En fait, notre canal, il est mort. Il va falloir en ouvrir un autre avec une capacité supplémentaire. T'as pas de côté canal dynamique parce que tu as toujours cette dépendance à la blockchain principale. Et dans la blockchain principale, bah, tu as fait une transaction qui est de 1 BTC. Donc après, tu peux démultiplier les canaux, mais tu as cette complexité technique qui est là aujourd'hui. Ouais, c'est pas ultra comment dire convenient, c'est pas genre ultra agréable à utiliser dans certains cas quoi. Après, Ouais. je pense que dans la majorité des cas, il y a pas trop de soucis, mais ce que tu veux dire, c'est que lorsque tu ouvres un canal, faut être sûr de ton coup. Alors, oui, tout à fait. Petite question. Avez-vous une adresse ETH publique où on peut vous envoyer des dons des NFT? J'ai fait ma collection de NFT et j'aimerais vous en donner. Alors, à ce stade, on n'a pas d'adresse de don de quoi que ce soit. Par Je contre, crois qu'on en avait créé, mais on les a pas vraiment publiés ou quoi. ouais, pas Je que pense- je sache. Ouais. il veut faire quoi, des dons en NFT? Ouais, nous donner des NFT. Écoute, si tu veux soutenir, la meilleure chose à faire en tout cas, c'est de partager le contenu, clairement. Tu as aussi du coup bah, les NFT parce qu'on a mis en place la tokenisation de nos articles d'actualité. Mais à ce stade, on n'a pas d'adresse parce que on n'a pas jugé nécessaire de créer d'adresse de don. À ce stade, c'est vrai. Ouais, enfin, en soi, dire que on se finance pas via la communauté, c'est un peu faux dans le sens où, bah, en fait, on a tout ce qui est le club, etc. Donc, il y a quand même une partie où les gens minent des NFT et derrière peuvent accéder à d'autres choses. Mais c'est pas notre vocation. Enfin, nous, les NFT, pour être très honnête, je sais pas, on n'a pas de collection NFT propre à Coin Academy. Et je pense que derrière nous, ces NFT-là, on n'aura pas forcément l'utilisation. Enfin,
ce sera pas forcément très utile pour nous. La seule manière dont ça pourrait être utile, c'est si on les vendait et que derrière on pourrait financer des initiatives avec ça. Mais je pense pas que c'est la vocation du don, quoi. Yes. Est-ce que tu veux qu'on réaffiche un peu le chat sur l'émission ou alors qu'on passe On sur peut, un on peut, écran? on peut, on Mais peut. je crois qu'il est déjà activé le chat overlay. Alors, Ouais, j'ai peur que ça bug. J'ai peur que ça bug, mais voilà. Et du coup, juste par rapport à Surfing, donc je pense que tu as fait un gros focus sur sur l'interview que les tu as pu faire interviews, avec quelqu'un chez A5. Il y avait d'autres sujets, d'autres choses qui étaient assez alors, intéressantes. sur la partie interview, après, malheureusement, j'ai eu une interview qui a sauté. J'ai eu un problème de batterie. Il faut que je reprogramme en ligne. C'était un monsieur qui s'appelle Yves qui a créé un fonds qui permettait de Tobam, mesurer ouais. Ouais, Tobam, tout à fait. Le fonds s'appelait Tobam. J'ai trouvé ça super. J'étais trop deg que la batterie saute. En gros, Tobam, c'est une boîte qui existe depuis 2005, je crois, qui s'est spécialisée dans la diversification. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, ils ont essayé de créer un index, une métrique pour mesurer la diversification. Ils ont trouvé une recette qu'ils jugent pertinente, qui est utilisée aujourd'hui en biologie, dans la finance, et il m'avait parlé d'un troisième secteur d'activité. Et en fait, ils essaient de proposer le folio d'actifs le plus diversifié au monde. Ils gèrent 7 milliards, je crois, pour le compte de leurs clients. 60% de leurs clients, ce sont des États ou clients institutionnels. 60% de leurs clients sont aux US, seulement 7% sont en France. Et c'était assez... voilà, Yves Chouefati. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper stylé. J'ai parlé également avec Stéphanie, qui est directrice de Binance France, pour justement comprendre pourquoi il y a un Binance France, qu'est-ce qu'elle faisait elle, et c'est quelqu'un qui était haute fonctionnaire d'État avant ça. J'ai dit, putain, Stéphanie, j'ai regardé ton CV sur LinkedIn, avant c'était Cour des comptes, AMF, Banque de France, c'était État, 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 et là tu te retrouves dans une entreprise privée qui gère la monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle m'a dit, bah simplement, moi je pense que les crypto-actifs c'est l'avenir, et il y a un besoin de mise en conformité, et souvent, ce qu'elle me disait aussi, c'est que tu as les gens de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui viennent du privé, qui vont à l'AMF, et puis qui quittent l'AMF pour aller dans le privé, et tu as énormément d'employés de l'AMF qui aujourd'hui Ils travaillent se font dans, débaucher, ouais. ouais, Mm, mm. qui travaillent dans les crypto-monnaies. Donc très très intéressant de ce point de vue-là. Donc pour résumer, en fait, son rôle à elle, déjà, c'est la mise en conformité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Binance France, ça va être un peu le hub européen de Binance. Et en plus de ça, on en avait déjà parlé dans une émission. Mais nous, la France, on est très avant-gardiste sur la réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, si tu es dans les clous en France, tu vas être dans les clous partout en Europe, voire dans le monde. Et ça, c'est important de le noter. Il va y avoir la réglementation MiCA bientôt. Donc, il y a plusieurs étapes. Ouais, bien français, c'est clair. Plusieurs étapes. La première étape, c'est l'enregistrement PSAN en France. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'obtenir la licence PSAN. Et la troisième étape, ça va être d'obtenir la licence MiCA, qui n'existe pas encore, mais qui est probablement en train d'être construite de concert avec les grands exchanges, avec les grands acteurs de l'écosystème. Et cette réglementation MiCA, on va la voir l'année prochaine. Donc, on va suivre ça avec attention. D'ailleurs, il faut que je programme... Coucou les gars. Il faut que je programme une émission avec Faustine de la DAN pour qu'on parle aussi de réglementation et plus précisément de loi influenceur, parce qu'il y a des sujets que je pensais maîtriser, mais je pense qu'il y a encore matière. Donc beaucoup d'interviews qui vont arriver sur la chaîne de Kone Academy, sur ma chaîne perso et celle de Léo. Pour revenir à Surfing, sinon, hors interview, le casino est incroyable. Être devant la Ouais, le plage, lieu est fou, ouais. à côté de superbes restaurants avec de la superbe sangria. Voilà, je tiens à le noter quand même, de la très 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 bonne sangria. C'est top. Tu peux aller te baigner très rapidement, tu peux faire des allers-retours. Personne te casse la tête. Au niveau des stands, moi je connaissais déjà pas mal de choses, dont je fais un petit coucou à Summit qui parle de mining, qui font des activités dans le mining. Donc ça m'a fait plaisir de voir des ASIC de tout genre. Au niveau des conférences, j'ai pas suivi de conférences. J'avoue que j'étais plus en mode terrasse. Zéro? Avec les gens. Ah, j'en ai suivi 0. Mais c'est très Ah souvent comme ça que ouais, ça se passe ok. Moi, moi, de mon moi j'ai côté. été voir quelques conférences, en vrai, c'était vraiment Ouais. bien, hein. En tête, j'ai la conférence sur les médias, la neutralité et l'adoption du Web3 par ces médias-là. Il y avait Val de Cryptos, il y avait Antoine, donc Esprit Cryptique de Journal du Coin, il y avait Raphaël Bloch de The Big Whale et en modérateur Jonathan qui s'est occupé d'organiser la conférence. Donc ça, c'était très intéressant. J'ai assisté aussi à des discussions très intéressantes avec Richard Détente sur Bitcoin, le rôle de Bitcoin et son rôle par rapport à des monnaies comme le dollar, le yuan, etc. Ça, c'était vraiment très bien. J'ai assisté à quoi d'autre? J'ai loupé un peu, une conf qui avait l'air très intéressante, il faut que je la retrouve.
je suis arrivé en fin de conférence, mais la présentation avait l'air vraiment insane. Et sinon, il y a eu quoi, le one-man show aussi de Sébastien Goussiou qui a, je pense, divisé. Et quoi d'autre? Je sais plus. En vrai, j'ai regardé quelques conférences. Après, oui, il y avait des conférences aussi sur la régulation. Ouais, Mais mais après, donc plus, personnellement, la régulation, c'est moins des sujets qui me touchent. Enfin, en c'est tout cas, ça. c'est pas ce qui m'excite à mort. Mais c'est toujours bien d'avoir cette petite dose de rappel, etc. Justement, tu avais plusieurs écoles. Tu avais les sujets techniques, ça c'est ce que je regrette de ne pas avoir regardé. Les sujets réglementation et les talks un peu plus diverses. Et d'ailleurs, tu vois, Ouais. on m'a dit qu'il y avait beaucoup moins de monde parce qu'il y a eu un boycott cette année entre l'histoire Stackinsat et le fait que justement les talks sont beaucoup au sujet de la réglementation. Et ça a bien changé les effectifs. Avant, c'était vraiment du Bitcoin maxi. Là, on était moins dans le maxi, voire pas du tout. Ouais. Juste pour répondre, en soi, c'était en français, mais c'était aussi en anglais parce qu'il y avait en fait, il y avait une salle en anglais et une salle en français. Personnellement, je suis pas allé à la salle en anglais parce que tous les sujets qui m'intéressaient le plus, c'était en français. Et puis, je pense que c'était aussi, comment dire, j'étais aussi feignant à ce niveau-là. Mais non, c'était vraiment top. Et moi, personnellement, enfin, j'avoue que j'ai été à Surfing Bitcoin l'année dernière, donc en 2022. Et enfin, le fait qu'il y ait moins de monde, potentiellement, m'a pas spécialement choqué. Moi, c'est pas le truc qui m'est le plus venu en tête. Je pense qu'il y avait juste moins de stands, en tout cas des stands qui, moi, m'intéressaient moins dans le hall. Mais sinon, les conférences, je les ai trouvées très qualitatives. Et le fait qu'on parle pas que de Bitcoin, je pense que ça a fait du bien aussi. Non, après le boycott, après ils ont eu leurs histoires. De toute façon, vous avez toutes les informations en public. On a fait un article dessus, donc je pense qu'on n'a pas besoin de vraiment reparler de ça. Mais en tout cas, personnellement, moi j'ai passé un très bon event et Pareil. j'ai pas senti les accusations dans la qualité, enfin affecter la qualité de l'event. Je pense que l'event Oui. était encore meilleur que l'année dernière, personnellement. Et je pense qu'il y aura une édition l'année prochaine. En tout cas, ils ont des bonnes idées. Bon, c'est pas fait, je vais pas parler, teaser, machin, mais potentiellement, ce sera encore beaucoup plus joyeux. L'an prochain, ils ont des idées sympas. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable que le jour avant le lancement officiel, ils nous privatisent les halles de Biarritz pour qu'on mange de la charcuterie, du Ouais, ça fromage. c'était vraiment fou. Franchement, si vous voulez, les Halles, c'est un endroit où normalement il y a plein de commerçants. Et là, il n'y avait pas tous les commerçants, mais il y en avait un paquet. Il y avait plein de trucs sympas à manger. Mais surtout que tout était gratuit pour les gens qui avaient pris leur ticket, etc. Et même au-delà de ça, enfin, moi j'ai vraiment apprécié l'événement. Je voulais parler d'un truc, j'en ai totalement oublié. Mais oui, par rapport au prix, j'ai vu quelqu'un en parler dans le chat. Moi j'ai pu en parler avec l'organisation. Et de ce que j'ai compris, en fait, leur positionnement, il est assez simple. C'est que, bah, en fait, dans un marché baissier comme celui qu'on vit, en tout cas dans un marché qui est pas très excitant, t'as moins de particuliers qui sont intéressés. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va peut-être plus se concentrer sur du B2B, des gens qui ont des business, qui veulent networker, qui veulent, voilà. C'était, je pense, une conférence peut-être à vocation un peu plus professionnelle, en tout cas destination davantage à des professionnels que des particuliers par rapport aux autres éditions. Et je pense que c'est aussi pour ça que les places étaient un peu plus chères. Je pense qu'ils se sont dit, on va moins remplir, du coup on va probablement devoir mettre les places un peu plus chères pour retomber sur nos pieds. Et du coup à ce moment-là, par défaut, entre guillemets, cibler davantage les professionnels. Après, on a eu la chance de faire une petite soirée sympa. C'était quoi? La villa de Karl C'est le Lagerfeld? domaine, l'ex-domaine de Karl Lagerfeld, ouais, je crois. Ouais. En tout cas, c'était un ancien domaine qu'il avait avec sa maison, je crois, dedans. Enfin, plein de trucs. On a vu qu'une toute petite partie avec une piscine immense de 33 Gigantesque. mètres, je crois. Ouais. On Ouais. m'a dit ça. Donc, ouais, les side events aussi, c'était la régalade. Merci Bitgate, Mark Chain et Pirates pour ça. Interstellar, ouais. Et, Interstellar, pardon. et on est passé aussi à NFT Biarritz. C'est en vrai, enfin moi, je crois que j'y suis passé. Toi, t'es arrivé un peu plus tard. Mais NFT Biarritz, c'était vraiment top aussi. Merci à eux pour l'invitation. Et non, en vrai, la conférence NFT Biarritz, c'était plutôt joyeuse. C'était une Ok. audience qui était très différente de Surfing Bitcoin, mais je trouve que la communauté NFT, elle est toujours plus fun, Ouais, c'est ça, elle est toujours plus fun. C'est vrai, hein, mais c'est totalement vrai. plus Après, créative. voilà, on a bien profité. Moi, j'ai un peu discuté avec un gars qui bosse pour Grand Angle Meta, d'ailleurs, qu'il faut que je reprenne contact avec lui. Au début, on a parlé de crypto, on s'est mis à parler de physique quantique, de changement de temps, du rôle de la science et de la religion et tout. C'était trop, trop bien. Moi, j'étais plutôt dans ce mood-là. J'étais plutôt, franchement, je suis venu en mode...
On fait les interviews. Si j'ai du maxi, je veux écouter du Bitcoin et quasi que du Bitcoin, tu vois. Et après, je kiffe. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré. Donc, voilà le résumé. On nous a demandé aussi dans le chat, juste avant que tu dises ça, quel est le prochain gros event de prévu? Je pense que ce sera Solana Breakpoint en novembre, hein. Ouais, pas trop de gros events qui m'intéressent nécessairement. Enfin, même au-delà de m'intéresser personnellement, j'en ai un peu ma claque des events. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, là je vais encore voyager, donc j'ai envie de souffler un peu et de pas faire que des events, parce qu'il y a eu les THCC avant, il y a eu NFC Lisbonne avant, je dois en oublier d'autres, mais voilà, en 2 mois, ça s'est pas mal enchaîné. Donc ouais, petite pause, ça va pas faire de mal. Et quelqu'un qui parlait des collections NFT, justement, moi je pense que ouais, c'est quelque chose dont on peut parler. Le marché tire clairement la gueule. C'est pas Terrifiant. forcément quelque chose d'agréable, moi personnellement en tant que holder de NFT. Mais je pense que ça fait aussi partie du cycle. On fait le ménage, on fait mal à un maximum de personnes. Et je pense que c'est vraiment la période où on instaure le plus de doutes. Et c'est dans ces périodes-là où je pense qu'on va peut-être chercher de la capitulation. Alors peut-être que c'est totalement faux et qu'on va encore dump de 90% à partir de là sur les NFT. Sincèrement, tout est possible. Moi, je dis pas l'avenir, hein. Mais ouais, les NFT prennent très 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 cher. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, ok, ouais, les NFT, j'ai du mal à me projeter dessus. J'ai quand même envie de garder un maximum d'Ether pour le prochain cycle. Est-ce que ce serait pas le moment juste de lâcher tous ces bags-là? Donc évidemment, le marché a pris cher. Et puis le problème, c'est que quand tu as juste un petit peu de vendeurs et quasiment pas d'acheteurs, forcément ça se fait ressentir. Et puis derrière, ça crée de la panique et des mouvements en chaîne et des cascades de liquidation, même sur certaines plateformes. Et on l'a vu notamment avec la collection D-Gods qui a été un petit peu comment dire mis dans le pétrin d'un point de vue floor price parce que voilà, la saison 3 n'a pas atteint en tout cas leur communauté comme ils voulaient. Les gens ont mal reçu cette nouvelle saison de D-Gods et puis derrière les gens ont vendu et puis ça a créé en fait un phénomène de panique. Après, je suis pas derrière les écrans, hein, je sais pas pourquoi nécessairement chaque personne vend, hein, mais ouais, ça a clairement affecté le marché. Mais je pense que ça peut être aussi positif d'une certaine manière parce que en soi, les gens qui vendent des NFT, l'argent il part pas, enfin il disparaît pas quoi. C'est-à-dire que les gens qui vendent reçoivent a priori soit des Ethers, soit des Solana, enfin peu importe de comment la collection est cotée. Et c'est soit des fonds qui attendent pour derrière re-rentrer dans les collections NFT. À ce moment-là, ça va faire partie d'un nettoyage et on va peut-être voir certains grosses collègues en profiter. Soit ça va être juste des gens qui vont en profiter pour garder ces coins-là, Ether, etc., et les garder pour le prochain cycle, hein. J'ai du mal à me dire que les gens vendent leur NFT pour cash out actuellement dans cette partie du cycle, mais c'est pas quelque chose de... Tout le monde me parle de mon bronzage, mais on va rester dans la crypto. Non, c'est juste, j'ai fait des festivals où j'étais torse nu, les gars. Donc au bout d'un moment, tu prends le soleil, hein, c'est normal. Il y a Cosmos en Turquie, tout à fait. Alors, tu vois, ça aurait pu. En vrai, on nous l'a proposé en plus. Le truc, c'est que Cosmos, je doute pas d'IBC, du protocole pour faire transiter de la valeur, mais je doute de plus en plus de l'écosystème parce que, tu vois, on a attendu une Cosmos Season, elle est jamais vraiment arrivée, on est parti en bear et là on est un peu dans le doute absolu, quoi. Et je vais vous poser une question très simple, le chat. Là, si vous deviez vous faire un portfolio, vous mettriez quoi dedans à part Bitcoin et Ethereum? Et je pense que plus les semaines passent, plus c'est difficile de répondre, même pour moi. Et moi, franchement, à part du Solana, je mettrais pas grand-chose, hein. À part Ethereum? Non, t'enlèves Bitcoin et Ethereum pour spéculer, pas pour l'usage. À part Solana, je mettrais pas grand-chose de live. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le chat? Non, on peut pas l'avoir, ça ne marche pas. On essaiera de voir comment on peut régler ça la prochaine fois. Je lis beaucoup de Matic, du AAV, Matic, AAV, Solana, Link. C'est vrai qu'AAV, c'est béton. AAV, Matic, c'est ça béton. ressort beaucoup. Un Matic. peu d'Atom, Arbitrum aussi. Ouais. Ouais, surtout des Layer 2 ou des Layer 1 sur lesquels il y a encore un peu d'espoir. Et puis un petit peu, enfin globalement les leaders de la DeFi, je pense. Mais ouais. En tout cas, nous on a parlé avec quelqu'un de chez Solana et il nous a dit des choses très intéressantes. On peut pas évoquer tous les sujets parce qu'il y a pas mal de choses qui restent off, etc. Et c'est pas des infos en mode insider trading, c'est genre juste des informations qui peuvent pas véritablement être partagées publiquement sur un stream. Mais
Voilà. Je pense qu'il y a de quoi être assez optimiste par la suite sur Solana, ou en tout cas qu'il pourrait y avoir une narrative qui pourrait commencer à se construire autour de certaines nouveautés, certaines choses. C'est pas là où j'irais mettre tous mes œufs, où j'irais all-in ou quoi que ce soit, hein, encore une fois. Moi, je suis majoritairement en BTC et Ethereum, mais des signaux assez positifs que moi, personnellement, je suis de près. Dans tous les cas, rien ne urge, je pense. Vu la gueule du prix, je pense que, en tout cas sur Bitcoin, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Mais en tout cas, moi personnellement, le fait d'avoir parlé avec quelqu'un de chez Solana, j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il m'a dit. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'en vrai, l'écosystème Solana est mal couvert en ce moment parce que les particuliers se sont un petit peu retirés de tout ça et que les médias sont dit ouais, c'est un peu has-been, c'est pas le sujet le plus important. Après, je dis ça, mais même Coin Academy, on n'a pas énormément couvert Solana dernièrement. On l'a Ouais, beaucoup fait bah par il y le a moins de passé. DeFi et des collections NFT qui sont moins bandées, donc à l'arrivée, effectivement, il reste entre parenthèses pas grand-chose à couvrir, même si on pourrait faire l'effort. Mais au-delà de ça, moi, pour revenir à l'infrastructure Solana, on pourra dire que c'est du déni, et si je me trompe, j'accepte de me tromper. Mais la différence que j'ai avec les autres, c'est qu'on ne cherche pas à faire de l'Ethereum Virtual Machine à tout prix. Même si, bon, ben, je dis ça, mais ils ont annoncé cet été que tu pouvais coder en Solidity et que tu pouvais convertir du coup ton code sur Solana. Mais au-delà de ça, ils sont dans une logique. Et bah, si Ethereum, Tezos, Cosmos, machin, tout le monde va dans le modulaire, et ben nous, on fait le monolithique, on assume le monolithique et on va tout faire pour avoir de plus en plus de performance sur monolithique en améliorant le client et en améliorant pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui dit, jure, la personne chez Solana parlait bien sur Solana, mais en fait, t'imagines même pas le nombre de personnes qui travaillent dans des boîtes et qui sont pas forcément ultra bullish, tu vois. Moi, personnellement, j'avais parlé au gars de Clonix Artifacts et la team n'était pas non plus la plus optimiste que j'ai vue. En tout cas, j'ai trouvé ça surprenant et il y a plein de gens avec qui on parle et qui sont pas... Enfin, c'est pas qu'ils vont être nécessairement négatifs, mais ils sont pas ultra excités ou optimistes, tu vois. Donc non, après, évidemment, je pense qu'on a eu une conversation avec quelqu'un qui est probablement biaisé, mais c'est aussi parce que cette personne travaille chez Solana, qu'elle a davantage d'informations et de repères sur l'écosystème, que c'est un avis qui peut être assez intéressant. Parce que autrement, ces informations-là, tu les trouves difficilement actuellement. Je prends ce message. On a vu ce que ça donnait le monolithique en termes d'arrêt de la blockchain. Bah justement, je vais te poser une question sans biais, j'ai rien à te vendre. C'est tu préfères que ça bug jamais entre parenthèses, mais que ça coûte très 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 cher, ou que ça bug de temps en temps et quand ça bug, ça Mais se surtout met que à ça fait l'arrêt. longtemps que ça a bugué. Hein. Ça Ouais. fait super Bah, longtemps maintenant, maintenant. ça commence à faire un moment, mais parce qu'il y a beaucoup moins d'usage qu'avant. Mais tu préfères que ça bug de temps en temps, un certain temps, mais que la blockchain se bloque, comme ça, aucun fonds n'est plus en sécurité, tous les fonds restent en sécurité, mais que le reste du temps, ce soit extrêmement rapide et pas cher. Voilà. Dans tous les cas, ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est absolument parfaite actuellement. Et Exactement. puis, il faut aussi garder en tête que voilà, la DeFi, c'est des projets qui sont jeunes, souvent dirigés par des gens qui sont jeunes, qui ont peu d'expérience. Et puis, même que voilà, tu te retrouves à monter une boîte ou un protocole ou une fondation, peu importe, sur quelque chose qui est ultra jeune, qui a pas forcément de track record, donc pas d'historique. Voilà. C'est rare que tout se passe parfaitement, quoi. Sur le boulot précédent, on a eu les NFT, puis les ICO, une idée de narrative dominante à venir. Moi, j'en ai deux. La première, c'est le gaming Web 3, parce que les choses s'améliorent quand même, faut le dire. Donc, à partir du moment où on aura un bon jeu, si Dieu le veut, ce sera top, parce que tout le monde se met d'accord pour parler de gaming. Je veux dire, tous les Layer 1 ou Layer 2 qui existent, qui te parlent de basse latence, de performance, etc., va te parler d'IA, de machine learning, de gaming. Et la deuxième chose, pour moi, ça va être les stablecoins décentralisés à rendement. Et tu vois, on a discuté avec Adli, qui est en train de bosser sur un projet. Je peux pas encore vous parler du projet, si ce n'est de vous dire que c'était un stablecoin. Mais il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a plus avec Terra Luna ? C'était encore et c'est 20%. Donc comment on peut faire un stablecoin qui génère un rendement bien supérieur à un livret A ou des bons du trésor américain avec un niveau de risque suffisamment modéré pour que les gens viennent placer leur billes là-bas? Ouais, après, dès que tu as des gros rendements, en général, tu as du risque qui s'empile, etc. Et la discussion qui était assez intéressante qu'il y avait eu avec le Lug, je sais pas comment on prononce, qui est donc un stablecoin euro, et avec je sais plus qui, donc bref, c'était une conférence autour de ça, et il disait que bah, peut-être que juste l'avenir, c'est de faire profiter les holders des stablecoins du yield que les entreprises touchent, parce que Exactement. actuellement,
tous les holders du SDT ou du STC ne profitent pas, enfin aucun ne profite réellement du yield qui est uniquement perçu par l'émetteur du stablecoin. Et ça, en vrai, c'est quand même une hérésie parce qu'au final, enfin, tu mets ton capital et il ne travaille pas il ne travaille pas pour toi, et il travaille pour quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que ton argent travaille pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est pour ça que je vous dis c'était une narrative sympa, parce que quitte à parler de DeFi, avant le crash Luna, tout le monde était prêt à mettre des billes un peu partout, c'était la DeFi craze. Là, les gens sont fâchés. Mais si on arrive à relancer des trucs avec du risque beaucoup plus modéré et que ça tient dans le temps parce que ça a été tordu Moi, par j'ai du mal à y APV, croire. Moi, personnellement, je ça peut suis être hyper sympa. sceptique par rapport à ça. Et un stablecoin qui me propose un rendement au-dessus de 3, 4, 5%, je pense que j'y touche même pas, personnellement. Ouais, par peur, bien sûr, je comprends. Ouais, enfin, en fait, le truc, c'est que si tu veux prendre du risque pour obtenir du rendement, moi, personnellement, juste, les cryptos, historiquement, ça perf plutôt bien. Tu vois, sur Bitcoin et Ethereum, tu l'as ton rendement en soi. Donc, je vois pas pourquoi j'irais prendre davantage de risques en essayant de gratter 3-4% et mettre mes fonds à risque, en fait. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Par contre, si tu as des éléments qui sont, comment dire, solides, te permettent de comprendre d'où vient le yield et que le yield vient par exemple des intérêts que tu touches en prêtant ton argent à l'État américain, là, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est là c'est... exactement là où j'en viens. C'est que, en gros, ton stablecoin, ce serait un peu un fonds d'investissement qui va faire des investissements dans, je sais pas moi, de l'immobilier ou tout ce qui peut rapporter de l'argent, du crédit carbone, je sais pas. Et juste, tu dis aux gens, bah non, tu mets pas du billet dans un fonds d'investissement, tu achètes ton stablecoin qui va être adossé au dollar, l'euro, etc. Et puis, pourquoi pas, on va te donner une carte bancaire aussi, etc. Mais juste, bah, au lieu de ton argent, il travaille pas, bah, il travaille et tu touches un yield. Et là, ça devient sexy. Bon, Voilà. est-ce qu'on parlait pas technique un petit peu? On va balancer de l'analyse technique tout de suite. Nous sommes à 7 personnes qui ont scanné le QR code. On peut vous espionner et 8. savoir si vous scannez. 8, pardon. Voilà, si vous voulez rejoindre le club de Coin Academy sur Discord. Merci à Blade VR6 aussi pour le sub. 28e mois, mec. 28e mois de sub. Message C'est le intéressant. sang. C'est le sang. Message intéressant aussi, effectivement. Le proof of humanity et donc, du coup, réussir à trouver un système où tu peux KYC des gens d'une certaine façon sans les fâcher parce que les gens n'aiment pas donner leur identité, etc. Et ensuite avoir une identité numérique unique, ça c'est sexy. Parce que si on arrive à dire, bon bah, une personne égale une personne sur Internet, on peut créer des systèmes sans attaque civile, on peut faire des airdrops sans avoir des mecs qui ferment des airdrops, etc., etc. En évitant le côté WorldCoin, on vient de scanner ton iris et on commence à tomber dans des théories du complot. Si on Moi, arrive à j'arrive régler pas à ça... comprendre comment c'est possible. Mais peut-être qu'il y a un projet incroyable qui sortira pour nous l'expliquer. Hein. Mais personnellement, j'ai vraiment du mal à croire que ce soit possible. Après, je suis sûrement très mal renseigné. Hein, mais on a fait la monnaie décentralisée, donc peut-être qu'on fera un système pour l'identité en ligne. Hein. Good. En tout cas, si vous avez la solution, vous êtes multimilliardaire. Voilà, si jamais, les gars. N'hésitez pas. Bon bah écoutez, je pense que c'est peut-être le moment de parler un petit peu technique et de voir un petit peu ce qui s'est passé sur le marché dernièrement, puisque bah, j'ai pas tout simplement fait de vidéo pendant une dizaine de jours. Donc voilà, si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez le contenu et que vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like. On va tout de suite pouvoir commencer sur l'analyse de cette semaine. Si on regarde d'un point de vue purement weekly, globalement, je pense que je t'apprends rien en disant que bah, il s'est pas véritablement passé quelque chose, si ce n'est qu'on est de retour quasiment au prix où on était la semaine dernière. Donc en soi, il s'est pas passé grand chose. Je pense que la majorité de l'action qu'on a eue, elle s'est globalement déroulée sur les altcoins. Si on regarde par exemple le screener Messari ici, donc qui est globalement un dashboard sur lequel je peux voir un petit peu la performance de la majorité des coins qui sont capitalisés en dollars, en BTC et sur des time frames différentes. On peut voir que sur les 7 derniers jours, en soi, ceux qui ont profité du marché pour pump et donc avoir de la performance contre l'USD, hein, là je parle même pas contre BTC, c'est surtout des altcoins, mais on peut voir que ici, alors je crois que nos cams sont devant, je vais essayer de les mettre sur le côté, voilà. On peut voir qu'en moyenne ici, la majorité des coins, donc si on prend la moyenne, on est à moins 0,81%. Donc ce que ça veut dire, c'est que la majorité des coins ont dump sur les 7 derniers jours, très légèrement, mais ils ont dump. Et par contre, on a quand même quelques coins qui sortent du lot. Le Live Peer qui continue un petit peu son ascension, je pense que ça peut être assez intéressant d'en discuter. On a eu DeFi Chain, j'en ai aucune idée enfin je sais pas du
du tout ce que Je c'est. crois que c'est une sidechain Bitcoin pour dire il y a de la DeFi sur Bitcoin. Entre Ok. parenthèses, ça pue la merde. Non, mais vraiment. Moi, j'ai pas fait mes recherches, donc je vais pas pouvoir juger. Mais voilà, pas grand-chose d'intéressant. Ah oui, depuis qu'on a parlé du QR code, eh bien, il y a pas On en mal a de personnes qui 7 ont... de plus, ouais. Voilà. Là, je l'ai enlevé pour la presse, mais je le remets après. Ça marche. On a eu DYDX qui a plutôt bien tenu, qui a fait plus 15% là où le marché fait moins 1% en moyenne. Donc très intéressant, on va pouvoir en parler. Et puis derrière, on a Cadena et Polymath, mais sinon tout le reste, rien de très intéressant. Je crois que j'ai un actif qui n'est pas dans cette liste et qui a plutôt bien performé, c'est aussi le RLB, donc le Roll Bitcoin, donc qui est aussi un coin que je surveille et que je hold personnellement, donc je pourrais probablement être biaisé lorsque j'en parlerai. Mais voilà. Donc globalement, BTC n'a pas bougé. Certaines alts ont réussi à sortir du lot. Mais si on regarde, voilà, tout simplement en moyenne, les altcoins, en tout cas la majorité des coins qui sont disponibles sur le marché, ont plutôt dump. Donc pas forcément des choses qui nous rendent très enthousiastes. Et pour parler un petit peu de Bitcoin sur des timeframes un peu plus importantes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on stagne toujours sur les 38% de retracement de la hausse depuis le bottom absolu. Donc si on prend le bottom des 15 500, le top actuel des 31 800 et qu'on trace notre Fibo, on se rend compte qu'ici on a les 38% de retracement. En général, quand on a une tendance qui est forte, on a tendance à tenir ce niveau-là. Donc actuellement, on voit Bitcoin tenir ses 38%. Le fait qu'on ait un rebond sur les 38%, ça me semble quelque chose d'assez logique et assez intéressant. Et au-delà de ce niveau des 38% que je vais légèrement baisser en visibilité, alors hop, je vais juste baisser la visibilité. On voit tout simplement qu'on a ce niveau rouge ici, qui est tout simplement un niveau de support hyper important en monthly, mais surtout en vrai en weekly. On a vu que c'est une zone sur laquelle on a buté ici sur le rebond de juillet 2022. C'est une des premières zones sur laquelle on a trouvé de la résistance après avoir trouvé un bottom autour des 15 500. Donc c'est quand même un niveau assez significatif. Et c'est la zone qu'on a effleurée, on peut dire qu'on a touché et sur laquelle on a rebondi en juin 2023, juste avant qu'on ait toutes ces histoires d'ETF qui étaient assez positives. Donc en soi, on est sur un niveau très clé sur Bitcoin. Le dernier niveau dont je vous parlais, en vérité, il était ici. Je pense que je vous ai pas mal saoulé avec ce niveau autour des 29 000 $. Je disais que j'étais plutôt satisfait. En tout cas, j'étais plutôt confiant dans ce bottom. En tout cas, dans le fait que si jamais on devait pousser plus haut, celui-ci tienne, et que si jamais on commençait à l'agresser, on dump assez fortement. Bon, pour le coup, ce niveau s'est révélé vraiment clé parce que lorsqu'on l'a cassé, on est juste parti en ligne droite. Et voilà, globalement, on est en train de stagner sur ce niveau de prix autour des 26 000 $. Personnellement, je vois rien de très concluant dans le sens où en daily, on est juste en train de stagner, c'est-à-dire qu'on est juste en train de faire du ping-pong ici entre les 26 600 et les 25 700. Personnellement, je n'ai même pas spécifiquement essayé de trader Bitcoin. J'ai juste l'impression qu'après une baisse, en tout cas un mouvement aussi violent, et après avoir sorti énormément de gens du marché, et donc globalement générer un énorme rect, le marché en fait est en train de digérer cette baisse, ce qui est assez commun, assez normal, c'est-à-dire qu'on a une grosse impulsion et puis derrière le marché se cherche un peu, et suite à cette consolidation, je pense que c'est là où on pourra avoir davantage d'éléments, etc. Donc la localisation fait que si on a un setup bull, ou en tout cas une structure de retournement suite à cette baisse qui s'affiche sous mes yeux, j'irai probablement prendre un long, mais pour l'instant ça me semble beaucoup trop tôt. En vérité, quand je vois la bougie mensuelle qui va clôturer dans 4 jours et 7 heures, je me dis que si on clôture comme ça, en vrai, c'est pas ouf, tout simplement, parce qu'on aura pu considérer ça comme une sorte de déviation au-dessus de ce niveau ici autour des 31 000 $, 30 500 $, et que on est en train de retester un niveau de prix qui en soi a déjà été retesté. Donc pour moi, le seul argument long ici, ce serait qu'on pousse assez rapidement et qu'on se rattrape, parce que si on commence à passer trop de temps ici à retester un prix qui a déjà été retesté, c'est pas ouf. Quand je parle de retest, c'est en soi, on a cette impulsion, on bute globalement sur cette résistance, et une fois qu'on a cassé ce niveau ici des 24 600, on a eu donc une grosse impulsion qui nous a mené jusqu'aux 30 600, et on a retesté ce niveau-là. C'est-à-dire que ce niveau servait de résistance. Ici, on retourne le chercher très brièvement,
il est directement racheté. Et donc ça, c'est un retest qui, en fait, est plutôt bon parce que il est très court. Donc en soi, on peut voir que le prix, on n'est probablement pas resté très longtemps à ce prix-là et que on a été chercher parfaitement le niveau. Mais le fait qu'on aille retester à nouveau ce niveau de prix, avoir cassé cette résistance, donc on ait cassé cette résistance, qu'on l'ait retesté une fois et que là on le reteste une deuxième fois, pour moi, le seul argument bull, c'est que en fait c'était juste une chasse au stop sur les futures et sur la majorité des exchanges pour derrière repartir. Mais si jamais on n'arrive pas à construire quelque chose de bull et qu'on commence à enfoncer et donc consolider beaucoup trop longtemps autour des 24 500 25 000 $. Donc si on commence à se rapprocher ici, à avoir des clôtures en daily proches de ces zones ici, je trouve ça assez terrifiant parce que voilà, ce niveau est tellement clean que si on le perd en weekly, qu'est-ce qui nous reste derrière? Il nous reste quoi? Les 21 800, et donc un niveau qui a été plutôt clean ici et qui était un niveau qui nous a permis de trouver du support avant cette grosse impulsion avec de mémoire toutes les faillites bancaires. Donc on a les 21 800, et si jamais ce niveau ne tient pas, en vérité, on se retrouve autour des 19 500, voire des 18 900. Donc, si on ne tient pas ce niveau-là, je pense qu'on va rapidement foncer jusqu'au 21 008. Et si jamais on n'a pas de réaction autour de ce niveau-là, ce qui peut être compréhensible parce que je pense que c'est pas non plus le meilleur niveau sur le graphique, on pourrait retourner autour des 19 500 $. Donc, pour moi, si on doit avoir quelque chose d'assez bull, ça doit se produire assez rapidement et ça doit pas être dans un contexte où on consolide et on a du mal à rebondir ici. Je pense que si on a du mal à rebondir ici, il y a vraiment moyen qu'on accélère à la baisse parce que on a pumpé super violemment ici, on n'a jamais retesté ces prix-là, et surtout parce que en weekly, on a tout simplement rien pour moi entre les 24 700 et les 21 800, 21 600 quoi. Donc je veux absolument voir cette zone tenir. À très court terme, on a été raclé des stops avec cette mèche-là. Est-ce que c'est le bottom? Je sais pas, je n'irai pas parier dessus. De même, on a été raclé des stops ici, short, avec ce petit rebond. Mais rien de concluant. Je pense qu'on va juste nous faire un maximum chier et globalement faire en sorte de nous désintéresser de ce marché sur les prochaines semaines. J'ai du mal à croire que d'ici le début du mois, on ait une résolution à la hausse ou à la baisse. Je pense que juste le marché va essayer de digérer cette grosse impulsion. Et je pense que ça va prendre pas mal de temps. Et j'espère pour tout le monde que ce sera pas une résolution baissière, à moins que vous ayez des setups short, ou que je sois moi-même en short. Donc, pas forcément de choses très intéressantes sur Bitcoin, si ce n'est qu'on digère le mouvement ici et qu'on est sur une zone très clé et que si celle-ci ne tient pas, on se retrouvera probablement bien plus bas. Et quand je regarde le graphique, par exemple en 2 semaines, ici, je me dis que même si on a un rebond, en soi, je pense que cette zone ici en weekly servira probablement de résistance parce que c'est une zone sur laquelle on a trouvé de la résistance à de nombreuses reprises. On a systématiquement clôturé sous ce niveau ici des 28 500 $. Et c'est la zone sur laquelle on a trouvé du rebond avant de tout enfoncer. Donc, j'aurais tendance à croire que tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 29 000 $ et à reprendre de la force, etc., j'irais probablement... En fait, c'est compliqué parce que là, t'as un niveau clé de support et t'as pas envie de shorter ce niveau-là. Donc, pour moi, short ici, c'est impossible à part si tu commences à avoir de l'acceptation sur le support. Là, pour moi, ça purerait vraiment. Ou, à ce moment-là, tu peux short si jamais on se rapproche un peu plus de ce niveau-là qui est autour des 28 500, 29 000 $. Donc, si je devais chercher un setup long avant un carnage, ce serait probablement aller entre les 24 700 et les 25 500 avec des structures. Et si jamais on pète ce niveau, je pense que j'attendrai patiemment qu'on retourne sous les 21 500 voire 21 000 $. Donc ça, c'est pour les setups longs. Ou dans le cas où j'ai pas pu in et qu'on arrive à récupérer cette zone ici des 29 000 $ en tant que support. Tant que c'est pas le cas, c'est assez compliqué. Et d'un point de vue pur setup short, je pense que si jamais on a un rebond ici et que j'ai une structure baissière ou j'ai un truc assez dégueulasse, je pense que j'irai prendre un short ici pour viser tout simplement les 21 008, voire un peu plus bas, comme j'en parlais avant sur l'échelle weekly. Donc pas forcément des choses très positives. Après, il faut mettre les choses en perspective dans le sens où là, on a une mèche de l'enfer sur les futures, parce que là, ce que vous regardez ici, c'est tout simplement une moyenne du prix sur les futures entre Binance et Bybit. Mais si on regarde le spot, on voit que cette mèche n'a pas été
n'existe pas vraiment et qu'on n'a pas été chassé sous le lot dont on parle ici. Question Léo, est-ce que sur la scène, on ne mettrait pas le truc en plus zoomé avec nous en bas à droite plutôt Ouais, que ça? comme ça. C'est Voilà. mieux, je crois. Donc assez compliqué. Et peut-être prendre Coinbase. Je vais tout enlever sur Coinbase pour avoir un petit peu l'esprit clair. Mais pareil sur Coinbase, en spot, j'ai du mal à croire que ça va tenir. Donc si je devais avoir un scénario bull ou un setup bull, je pense que je pourrais difficilement avoir un setup tant qu'on va pas chercher sous ces mèches. Donc si jamais on a un truc genre comme ça et qu'on enfonce et qu'on récupère rapidement ce niveau-là, je pense que ici j'aurai un setup long pour probablement essayer de TP au-dessus d'ici, voir la zone de résistance dont je vous parlais ici pour prendre un short, mais autrement pas très intéressé par un setup long. Et si jamais on a un rebond et qu'on a quelque chose de dégueulasse, pourquoi pas prendre un short vert ici, mais le marché m'excite pas vraiment et je trouve le marché assez terrifiant honnêtement. Donc ça c'est pour BTC. Et sur Ethereum, où est-ce qu'on en est? Hop. Sur Ethereum, on est un peu dans le même scénario, enfin on n'est pas exactement dans le même scénario que sur BTC, mais on est sur les 38% de retracement depuis le bottom jusqu'au top, ici, autour des 2150 $. En plus de ça, on se retrouve sur le niveau mensuel dont je parlais. C'est la zone sous laquelle on n'a pas réussi à clôturer au-dessus pendant un long moment. Donc ici, on est resté sous cette zone ici en rouge de juillet 2022 jusqu'à février 2023 sans jamais réussir à la dépasser. Donc on a beaucoup de points de contact. On avait déjà eu ce retest ici. Pour moi, si jamais on doit être bull, c'est que ça, c'était vraiment notre chasse au stop et qu'on repart assez rapidement. Autrement, si on a de l'acceptation, je pense que, sincèrement, ça va salement dégueuler. Au minimum sous les 1370. Je pense que si on a de l'acceptation ici, je pense que c'est au minimum direction sous ce niveau-là, si ce n'est sous les 1186. Donc c'est pour ça que ici c'est un niveau très important et il faudrait qu'on ait une réaction assez positive rapidement, autrement ça va être, je pense, assez catastrophique. Donc voilà, on est sur des gros niveaux mensuels, des gros niveaux weekly. Il faut que ça tienne. Si ça tient pas, je pense qu'on se dirigera probablement vers la dernière baisse du cycle, ou en tout cas vers le moment qui va essayer de faire shake-out un maximum de personnes. Dernière baisse du cycle, c'est 800, non? Ou j'ai mal compris? Ce que je veux dire, ce serait potentiellement genre le dernier dump. Dans le timing que moi j'ai du marché, si jamais ce niveau-là ne tient pas, pour moi, soit on va avoir un comme ça et repartir, soit je dis bien en partant du principe qu'on ne tienne pas ce niveau. Soit juste on va faire une sorte d'Armageddon et là on pourra repartir en ayant sorti tout le monde. En tout cas, si j'ai une vision long terme bull sur Ethereum et BTC, c'est un peu ce que je vois. Parce que j'ai du mal à voir actuellement Bitcoin et Ethereum ne rien faire sur les 12 ou 24 prochains mois. Je pense que il y a la halving évidemment, mais il y a d'autres choses comme l'ETF et globalement l'écosystème qui grossit, qui fait que j'ai du mal à croire que juste le marché va rester ici ne rien faire. Donc si ce niveau ne tient pas, je pense qu'on se dirige vers quelque chose, soit ici on pose une sorte de bottom, on tient et on repart, soit on ira chercher tous ces lots et là on ferait une dernière baisse pour vraiment sortir tout le monde et derrière repartir proprement. Je sais pas si on peut comparer ça au dernier cycle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment comparable? Ouais, probablement. Genre si on tient pas niveau de support, je m'attends à une accélération à la baisse un peu comme ici en fait. On a accéléré à la baisse, on a sorti un maximum de personnes et on est reparti en revenant plus ou moins sur les mêmes niveaux où on avait bottom précédemment. Donc moi c'est ce que j'ai en tête personnellement, si jamais ce niveau ne tient pas. Et j'espère de tout cœur pour vous et comme pour moi que ce niveau tiendra. Après, évidemment, si le prix baisse, ça donne des opportunités. Tu as disparu. Je suis là. Ok. Ok, et quand je regarde, je parle pas, et ça s'est remis tout seul juste avant. Ok, bizarre. Ok. On découvre. Donc voilà. Ouais, sincèrement, je trouve que la charte de Bitcoin et Ethereum est pas très excitante et pas très intéressante à trader. Je pense qu'on a quelques jours, voire quelques semaines devant nous avant qu'on ait tout simplement une direction pour les prochaines semaines. Et je pense que là, c'est justement le moment où il y a quelques alts qui arrivent à performer et sur lesquels je vois des choses assez intéressantes. Une des alts sur lesquelles je suis assez bull, évidemment, je suis biaisé parce que je suis moi-même holder et voilà, mais j'en ai parlé de nombreuses fois sur mon Discord et j'ai dit que j'en avais acheté littéralement ici. C'est Roll Bitcoin. Je vous laisserai faire vos recherches, mais globalement, Casino Crypto très adopté.
avec des tokenomics qui font que ils vont essayer d'envoyer ce jeton le plus haut possible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un des seuls gros coins où il y a énormément de qui n'est pas encore très coté, hein, mais qui a beaucoup de revenus et une certaine stabilité, parce que c'est un casino qui est très utilisé et qui était utilisé avant qu'ils aient un jeton, et qui sera probablement utilisé même si jamais le jeton disparaît. Donc ils génèrent beaucoup de revenus, ils ont utilisé pas mal pour essayer de faire pump leur jeton, et je pense qu'on va probablement voir un nouvel ATH. Personnellement, j'en hold. Tant qu'on repasse pas sous ces lows, personnellement, je pense qu'on fera un nouvel ATH et qu'on ira bien plus haut. Et ce qui est assez fou, c'est que tout simplement, ce coin est maintenant top 61. Et pourquoi il est top 61? Pas parce que en vérité il a énormément pump, c'est surtout parce que c'est un des seuls qui n'a pas dump. Si tu regardes sur le top 100. Donc t'as pas forcément besoin actuellement d'avoir un jeton qui performe ultra bien pour gagner des places sur le ranking CoinMarketCap ou CoinGecko. Il faut juste pas dump ou pump légèrement. Et vous voyez, dans les narratifs de Bull Run, j'ai pas envie de vous dire le casino est une narrative de départ de Bull Run, mais quelle est la grande particularité d'un casino? C'est une affaire qui est rentable. Donc, un protocole qui a du cash flow, bon là, c'est pas vraiment un protocole. Il sert à quoi ce jeton en vrai par rapport au Ce casino? jeton, il permet en gros, comme un BNB en soi, ça te permet d'économiser des frais. Lorsque tu trades dessus, lorsque tu fais des paris sportifs ou que tu joues au casino. Et derrière, ils vont burn entre 10 et 30% de revenus du casino, du trading futures et du sports betting directement. Je sais pas si je peux regarder... voilà. Encore une fois, je tiens à mentionner que jouer au casino ne sert à rien, vous perdrez votre argent. Et dans ces moments-là, il faut juste pas perdre votre argent. Mais je vous en parle parce que moi, c'est quelque chose que je surveille et j'essaye de participer de manière spéculative. Je participe pas pour trader, ok. Et je ne suis encore une fois pas sponsorisé pour en parler. Mais le fait que ce jeton prenne pas mal de rang sur CoinMarketCap et que très peu de personnes du CTFR en parlent, que très peu de médias en parlent, globalement pas grand monde en parle, je trouve ça assez intéressant. Et tu peux voir ici sur les 7 derniers jours, ils ont fait 5 640 000 $ de revenus, et il y a 10% qui est directement qui a été utilisé pour acheter du jeton et le burn. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le revenu, il est assez constant, et en gros, il burn un montant en dollars. Donc en gros, si le jeton baisse, globalement, ça burnera encore plus. Pareil, ils ont fait des revenus sur les futures et sur le sports revenue. Et donc là, ils te montrent combien ils burn, et tu as tout simplement du burn. Et en gros, globalement, toutes les heures, c'est automatisé. Ils burn entre 5 et 15 000 $. Et en plus, ça burn constamment. Exactement. Et donc voilà, encore une fois, je vous incite certainement pas à jouer au casino, certainement pas à jouer au casino sur Rollbit, certainement pas à trader ceux qui disent shitcoin ou quoi, peu importe. En fait, là, c'est une cash machine. C'est une putain de cash machine. Parce que c'est juste, il y a énormément de gens qui gamble dessus, et je vous recommande encore une fois de pas le faire. Désolé d'être chiant, mais c'est hyper important pour moi, parce que jouer au casino résultera probablement à une énorme perte pour vous, en tout cas une perte des fonds que vous amenez dessus. Mais spéculativement, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, dans le top CoinMarketCap ou CoinGecko, qu'est-ce qui génère du revenu en soi? Des exchanges, des protocoles DeFi. Globalement, les exchanges, ils baissent énormément en volume, donc ils génèrent moins de frais, donc moins de revenus. La DeFi, il y a très peu de TVL, en tout cas il y a beaucoup moins de TVL, et les gens mettent pas trop leurs sous dessus, et donc il y a moins de gens qui swap, etc. Enfin, peu importe, ça génère moins de frais, même si ça peut en générer. Et en soi, si tu regardes, jusqu'à maintenant, on spécule énormément sur le futur des cryptos et combien ils pourraient être valorisés, alors que là tu as un actif qui est valorisable assez simplement d'une certaine manière, même si c'est pas des actions, dans le sens où t'as un revenu qui est récurrent, qui est énorme, et qui est traquable en fait. Donc c'est assez insane. Et donc tu vois, genre on est en mode, un layer 1 ça vaut combien? Genre comment tu valorises un layer 1? C'est le marché qui le valorise, mais il n'y a pas d'équation qui existe vraiment pour se dire ok, c'est cette valo qui nous semble juste. Alors qu'une boîte qui génère des revenus, tu peux y appliquer un certain multiplicateur en fonction de l'industrie, tu peux avoir peut-être la valo d'une boîte. Alors évidemment, la valo de Rollbit, c'est pas la valo du jeton, parce que c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que c'est quelque chose à surveiller de près. Donc personnellement, c'est pour ça que je spécule dessus. Donc on a le RLB, on a le AKT qui a bien pump. Personnellement, moi je suis sorti.
Donc j'ai pris mon premier TP ici, mon deuxième TP ici, et je suis ressorti ici parce que j'avais monté mon stop loss. Donc je suis sorti ici, j'ai fait une belle perf, et je prévois pas d'y retoucher. Je pense qu'on a eu quand même un énorme pump. On a eu un pump de, je vais te dire ça tout de suite, là, depuis le 9 août, hein, on a eu un pump de 190%. Non, x3. Donc, Il y a pas ouais, mal d'alts moi qui ont fait x3 personnellement, récemment, hein. c'est ça. Donc moi personnellement, j'y touche pas. Rune, pareil, qui a Pareil. très 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 bien performé, dont je suis sorti. Je suis sorti en moyenne quelque part ici, en étant rentré ici. C'est Donc ça extrêmement s'est plutôt bien positif de voir passé. des alts faire x3, hein, les gars, on sait jamais. Bah surtout dans ces conditions de marché, c'est Ouais. très très rare, quoi. Et donc voilà. Donc pour moi, ça fait partie des cryptos qui sortent du lot. Dans les cryptos qui ont bien performé, on a le DYDX qui est de retour à la niche dans son range entre les 2,7 dollars et les 1,25 dollars. Et là, pour le coup, je voyais sur l'order flow que il était extrêmement vendu au marché, donc il y avait plein de gens qui essayaient de le market sell, mais le prix tenait. Donc je sais pas si c'est le fait que les gens spéculent sur la V4 qui va sortir, etc., ou qui spéculent sur d'autres choses, mais en tout cas, ça fait partie des cryptos qui tiennent le coup Je crois malgré qu'il le bump spécule du sur un BTC. airdrop. Comment ça? J'ai entendu parler d'une histoire de potentiel airdrop. Il n'y a rien de Ah ouais? sûr, mais Il ouais. y a des gens qui ont des informations dans le chat, en vrai, ça pourrait m'intéresser. Mais moi, j'ai pas eu cette information en tout cas. En travaillant avec eux et en portant un t-shirt DYDX. Hein. Donc Mais voilà, c'est vraiment aucune c'est idée. du vent, mais il y a quelques youtubeurs et tout qui vont en parler. D'ailleurs, nous, on va en parler dans la prochaine vidéo sur le sujet. Mais pas source DYDX, c'est source la personne qui nous fait la vidéo elle-même. Je dis, il y a une micro chance qu'il y ait un second airdrop. Et s'il y a, bah, ça va faire plaisir. Donc, je pense qu'il y a une spéculation à ce niveau-là. Ok. Mais la chance, Donc elle est moi, en vraiment. tout cas, je suis pas au courant de ça et rien n'a été annoncé officiellement. Donc prenez ça en compte. Mais ouais. Et donc voilà, assez intéressant. Je pense que si jamais on arrive à recasser à nouveau les 2,7 dollars et s'en servir en tant que support, je prendrai un setup long parce que pour moi, le range sera assez mature pour vraiment donner vie à une expansion en fait. Parce que là, en gros, on a une phase de stagnation, de consolidation. Et souvent, ça précède tout simplement une tendance. Parce que là, on n'a clairement pas de tendance. Donc en tout cas, c'est quelque chose que je surveille de très près. Il est dans mon radar. Dans les autres choses qui sont dans mon radar, je voulais juste parler de LPT, parce que j'ai pas regardé le graphique, mais j'ai vu qu'il a pump sur mon radar. Je crois qu'ils ont sorti une solution no-code récemment. Ouais. Il y avait un beau, loin, hein. il y avait un beau niveau weekly ici, en soi, qui a été retesté. Je crois que j'en avais pas parlé peut-être des gens dans le chat me disent, pourraient me dire, mais je disais que je l'avais analysé, je crois que de mémoire j'avais dit que si on retournait ici, ça pourrait être peut-être genre valoir le coup de faire un buy pour viser un higher high. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais en tout cas j'ai le souvenir d'en avoir parlé. Et sinon dans les autres choses intéressantes, LTC qui a énormément de dump qui a été cherché les liquidités dont je parlais en stream depuis extrêmement longtemps. J'en ai parlé des semaines et des semaines. Personnellement, je suis rentré en short littéralement ici. Tout était public, tout a été partagé. Je suis re-rentré en short ici. Tout a été public, tout a été partagé. Et j'ai globalement TP ici au lieu de TP ici. Mais bon, ça arrive. Et maintenant qu'on a chassé la majorité des stops, globalement toutes les liquidités que moi je cherchais, je surveille parce que je me dis que c'est probablement ici que on devrait rebondir dans le cas où ce truc finit pas par casser son bottom. Donc là, en fait, on a tout simplement un gros niveau weekly qui a été retesté. Et là, on a fait une mèche des enfers qui le reteste. Donc je me dis que en soi, techniquement, c'est un niveau monthly. C'est un niveau mensuel. Et c'est le dernier niveau mensuel qui peut résister, tout simplement, avant qu'on casse ce bottom. Donc pourquoi pas essayer de trouver un setup long ici. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais pour l'instant, on est loin d'en avoir un. Et dans les autres choses qui m'intéressaient, je vous parlais de XRP. Je vous disais ici que si on commençait à pousser un peu plus bas, je voyais pas ce niveau tenir et que ça allait probablement nuke et accélérer à la baisse. Pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a nuke. Et maintenant, je me pose la question de est-ce que ce niveau resserre de résistance et va nous permettre d'aller plus bas, ou est-ce que maintenant qu'on a nuke globalement beaucoup de l'eau, que les gens ne croient plus forcément à XRP suite à la news positive, en tout cas semi-positive, et à ce qui a suivi, est-ce que ce serait pas le moment de récupérer cette zone ici et de repartir et de refaire une folie? Je sais pas.
mais en tout cas, il fait clairement partie de mon radar. Et des coins que je surveille, mais là on a un gros niveau, donc impossible de long tant qu'on récupère pas ce niveau ici en tant que support. Et si jamais on a un setup short, je le prendrai probablement si derrière on a des bitcoins et Ethereum et tout qui sont faibles. Il y a quelqu'un qui parle de Link dans le chat, ça fait partie des cryptos que j'ai labellisés et que je voulais voir. Pour le coup, Si jamais, apparemment, il va y avoir un airdrop aussi pour les holders de XRP. j'ai pas entendu ça, moi. Tout à l'heure, on m'en parlait dans le chat, et là j'ai tapé sur Google, et c'est sur Binance Feed. Ça parle de Evernode a annoncé que l'instantané XRPL aura lieu le vendredi 1er septembre. Bon, Je vous le mets peut-être dans un le coup à chat. jouer. Je vous le mets dans le Mais chat. en tout cas, Link, voilà. Pour moi, Link, on est sur la zone à absolument tenir. Si cette zone ne tient pas ici, je pense qu'on va tout simplement casser ce bottom. Et si on casse ce bottom alors qu'on a un setup technique parfait à prendre d'un point de vue long bull, je pense que c'est ultra inquiétant. Pourquoi je trouve que ce setup, il est parfait enfin, pourquoi on est à un point extrême qui est intéressant potentiellement pour spéculer possiblement sur Link, simplement qu'on a un niveau de support, on a tenu très longtemps, on est passé en dessous, on l'a récupéré, donc on peut voir ça comme une déviation, et derrière on a poussé, mais on a poussé sans faire un higher high, et derrière on accumule toujours high qui ne chassent pas les précédents, et qui, au-dessus desquels on peut présumer qu'il y a des gens qui short, et qui ont placé tout simplement leur stop loss. Donc je me dis que ici c'est l'endroit parfait pour faire un higher low, potentiellement donner vie à quelque chose de positif et une structure de retournement. Si jamais cette zone ici ne tient pas, c'est qu'on ira probablement casser ce bottom, et si on casse ce bottom, sachant que cette zone nous a un petit peu servi de déviation, si on retourne sous ce niveau, je pense qu'on va tout simplement accélérer à la baisse et assister à quelque chose de très très moche sur Link, et potentiellement la capitulation pour ce cycle-là. Je pense que là où on est actuellement, c'est un endroit, une localisation qui est pas dégueu pour jouer un long, parce que si on la perd, je pense qu'on va aller bien plus bas, et par contre si on la tient, on va probablement, en tout cas il y a de bonnes chances pour moi qu'on aille chasser au-dessus de ces highs, ce qui crée en fait une asymétrie, et ce qui pourrait nous permettre de prendre du risque de manière rationnelle avec un beau setup et gagner bien plus que ce qu'on risque si jamais ce trade se valide. Donc je regarde de très très près Link, et dans les autres choses que je surveille, il y a Lido. Il a légèrement touché la zone que je surveillais long terme. Je pense en vrai qu'on peut pousser plus bas. On a quand même cassé un gros niveau en weekly ou même en monthly. Voilà, j'aimerais bien qu'on aille par ici ou qu'on récupère ce niveau des 1,7 en tant que support. Mais tant que c'est pas le cas, pour moi, tout ce qui se passe entre les deux, ça m'intéresse pas. Et peut-être je voulais parler du BNB. J'en ai fait un tweet tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu. Je vais peut-être terminer sur ça parce que j'ai beaucoup parlé. Mais en soi, on a été chassé sous ces lots. Donc on avait un lot ici et un lot ici. Aucun de ces lots ne chassait le précédent. Donc je pense qu'on avait pas mal de liquidités à aller chercher. En plus de ça, il y avait ces histoires de liquidation on-chain, etc. Ouais, la prochaine grosse Donc, liquidation, c'est $190. c'est si ça. jamais. Et derrière, on nous annonce que Mastercard met un terme d'une certaine manière, dans certaines localisations, dans certaines juridictions, met un terme à sa collaboration avec Binance. Et malgré ça, en vrai, le marché a pas tant accéléré à la baisse. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on a une localisation qui est intéressante à court terme et des news qui ne font pas tant vendre que ça. En tout cas, le dump était avant et il était surtout lié à Bitcoin en soi. Donc personnellement, je trouve ça assez intéressant. Si jamais on commence à avoir de la force ici, je pense que je vais chercher un setup long parce que je pense que BNB pourrait prendre tout le monde à revers. Personnellement, j'en ai acheté en spot, donc je suis forcément biaisé, mais j'en ai acheté aujourd'hui en spot un petit peu ici. Et je me garde quand même de la liquidité en stable pour acheter plein de choses, dont du BNB si jamais on pousse plus bas et qu'on retourne, enfin qu'on arrive dans cette zone qui est pour moi la zone ultra clé long terme pour se placer sur le prochain cycle. Ton micro bug, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est ta connexion. Si, c'est ta connexion, on dirait. On t'entend, mais on t'entend en mode robotique. Non, mais c'est pas ton micro, c'est vraiment ta connexion. Hein. Non, mais je teste la connexion pour voir. Ça remarche ou pas là? C'est que moi qui bug? Non. Ok, est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais, c'est le tool, c'est le logiciel qu'on a payé qui nous troll, parce que moi il m'a kick
Il m'a kick, il m'a mis un code d'erreur. Tu m'entends, Léo? Ouais, je t'entends. Il m'a mis un code d'erreur something went wrong en mode Ouais, c'est ok. Mais juste, déconnecté. est-ce que ça remarche ou pas? Tu m'entends ou pas? Ouais, moi je t'entends. Je vois pas ta cam Ok, bouger, ok. mais je Non, mais t'entends. tout le monde dans le chat dit que c'est bon, hein, ça marche. Hein. Bah, tu peux reprendre alors. Bon, j'espère que Ok, les micros parfait. passent ça souvent. Ok. Et du coup, ce que je disais, c'est que ouais, bah, pour moi, on a une utilisation à court terme qui est assez intéressante. On a des news négatifs qui vont pas autant dump que ce à quoi on aurait pu s'attendre ou en tout cas penser. Et donc, je sais pas, voilà, je sais pas si le BNB commence à rebondir ici. Je sais pas si on se mettrait pas à chasser un petit peu le prix et à lui courir après et enfin, se retrouver dans une situation où on n'a pas buy du BNB alors qu'on avait quand même des bons prix. Donc j'en ai buy un petit peu. Je garde beaucoup de liquidité dans le cas où on va plus bas et puis on verra bien. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Juste peut-être clôturer sur Atom. Atom qui est en mode descente aux enfers. Je vais pas vous mentir les gars, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et si jamais on n'a pas de rebond autour des... Ouais, pour moi en vrai, on peut facile aller à 4 dollars là, honnêtement. Tant qu'on récupère pas les 8,9, voire les 9 dollars en tant que support, je vois pas vraiment de raison d'être optimiste. Parce que là, le prix vraiment juste fait des clôtures de plus en plus basses en daily. Et on a de l'acceptation sur des niveaux qui sont des niveaux qui me semblent assez intéressants de base. Donc pour moi, si jamais on commence à perdre ce lot, on va perdre ce lot et on ira probablement chasser jusqu'ici et donc probablement autour des 4 dollars. Donc voilà. Ouais. Là, il faut qu'ils envoient la sauce. Lors de leur conférence à Istanbul en septembre, parce que s'ils n'ont pas des très belles choses à raconter vis-à-vis de la tokenomique, parce qu'encore une fois, il faut bien dissocier la tokenomique du reste, le fait que vous aimiez Atom du reste, et bref, putain, ça m'a bien charcuté les viewers sur Twitch, hein, cette Ouais. histoire de bug là. Ouais, bon, c'est pas grave, on continue. J'espère que la rediff sera bonne en tout cas. Ok. Bah écoute, moi c'est à peu près tout de mon côté. S'il y a des choses qui sont assez intéressantes pour vous dans le chat, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ceux qui sont sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, c'est pas déjà fait. Peut-être prendre un ou deux coins dans le chat, ça pourrait être assez intéressant. Ou peut-être même toi, si jamais tu as des choses intéressantes à regarder. Mais ouais, moi personnellement, Bitcoin et Ether, je pense que ça va consolider. On a encore du temps devant nous. Et j'essaie de me concentrer sur les altcoins qui sont fortes. Actuellement, principalement DYDX, BNB, RLB et tout le reste m'excite pas énormément actuellement. Et Link aussi. Link pas fort, mais dans un endroit, dans une localisation assez belle. Caspa, je sais qu'il est déjà énormément monté, mais Caspa, c'est un beau cas Caspa, d'école. ah Ouais. oui, Caspa, je l'ai regardé. Moi, je l'ai long à un moment. Globalement, je l'ai long de ici à jusqu'ici. Et là, pour moi, ce qu'il a fait, c'est extrêmement bear. Dans le sens où tu as un ATH, il le break, il rebondit une première fois dessus. Ensuite, il casse le lot. Pour moi, c'est le moment où ça puait. Et là, le fait qu'on dump et qu'on rebondisse et qu'on reteste encore une fois cette zone ici en tant que résistance, et donc était l'ancienne ATH, pour moi, c'est très très mauvais. Donc moi personnellement, je n'irai pas chercher de setup long sur Caspa, à part, j'irai chercher des setup longs dans deux cas. Soit le premier cas, c'est on arrive à récupérer les 0,0427 dollars ici en tant que support, soit on retourne beaucoup plus bas, on met tout le monde en PLS, on les désintéresse et ce sera probablement un point extrême pour initier une poursuite à la hausse, quoi. Donc soit j'attends qu'on récupère cette zone ici en tant que support, soit j'attends tout simplement qu'on retombe ici sous les 2 centimes et demi, 2,6 centimes, 2,7 centimes et qu'on nous dessine quelque chose de joli vers ici. Mais entre les deux, pour moi, ça m'intéresse pas. Yes. Eh ben écoute, merci pour cette partie technique. On va pouvoir enchaîner sur la partie actualité et fondamentale. Et on va essayer de tenir sur un format de 2 heures pour cette émission. J'espère que j'ai pas été trop long, les gars. Hein. J'ai pas été trop mou. Mais en soi, je redécouvre aussi pas mal de charts en même temps que vous. Et j'essaie de pas dire de la merde parce que voilà, les gens notent souvent quand tu dis de la merde et peu souvent quand tu fais des choses bien. Donc on essaie de se protéger. Et surtout, en vrai, pour moi, c'est assez important de vous partager des choses que je pense vraiment et pas juste jouer un graphique et il y a un qui en sort, j'ai aucune conviction. Merci Gwendals pour le sub, merci beaucoup. Allez, j'enchaîne. J'enlève ma petite barre des tâches. Je peux partager ton écran ou pas? Ouais, tu peux y aller. Tu me dis qu'on est dessus. Ok, super. Et ben écoute, un petit peu d'actualité rapidement. Après, on va parler de fondamental, bien entendu. Je vais faire vraiment très rapide sur l'actualité. Comme je vous disais en début d'émission, on a un ancien ingénieur de Alameda qui a exprimé un peu son point de vue sur ce qui s'est passé avec le fiasco FTX. Et pour parler
particulièrement de Sam Bankman-Fried, qui est l'ancien patron de FTX. Je vais faire très court. Ce tweet résume très bien les choses, puisque c'est justement de cet enchaînement de tweets dont on parle. Mais en gros, il expliquait que lui, il a été ingé chez Google et tout, et qu'il a quitté Google pour changer le monde. Et c'est vrai que à la base, hein, au-delà de la spéculation, etc., pourquoi moi je kiffe les crypto-monnaies, c'est pour ce que ça apporte à la société, particulièrement Bitcoin en tant que monnaie, et puis des systèmes décentralisés une fois qu'on aura réglé tous les problèmes techniques, parce que il y a des monopoles à faire tomber, il y a des façons de générer de l'argent différentes. Tout le monde n'aime pas le modèle capitaliste tel qu'il l'est actuellement, où en fait c'est le haut de la pyramide qui se gave, et puis plus t'es en bas de la pyramide, et puis plus tu galères à mettre des sous de côté et à t'en sortir. Moi, c'est en ça que je crois avec les cryptos. Et donc c'est le cas de beaucoup de développeurs aussi, hein, il faut le savoir. Quand t'es développeur, tu gagnes très bien ta vie, mais on connaît avec Léo, et je pense que c'est votre cas aussi, beaucoup de gens qui sont très bons techniquement, qui gagnent très bien leur vie, mais juste qu'ils s'en foutent, ils sont concentrés sur leur code. Et lui, dans son cas, donc il expliquait qu'il est vraiment tombé amoureux de base de la vision de Sam, de ce qu'il voulait faire, et à un moment donné, ça dépassait très largement la crypto-monnaie. Voilà, il était question de faire des dons à ceux qui en avaient besoin, mais aussi d'aller sur d'autres industries, d'autres investissements. Donc il était question de vaccination, pas spécialement vis-à-vis du Covid, hein, mais de vaccination de manière générale, d'implication dans la politique. J'ai trouvé ça très intéressant dans ce tweet-là aussi. Moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. C'est technologie future comme la sélection itérative d'embryons, et ne pas laisser la Chine prendre la tête. Alors ça, c'est un sujet pour ceux qui s'intéressent un peu au transhumanisme, avec Laurent Alexandre notamment, qui en parlait aussi. Tu avais d'autres personnalités françaises. Il faut savoir que nous, en Occident, on est totalement contre le fait de sélectionner du bébé à la carte. À l'inverse, côté Chine, surtout chez les Russes chinois, c'est vraiment un sujet qui les touche beaucoup. Imagine, on est capable de sélectionner tes spermatozoïdes ou les modifier, et t'es sûr d'avoir un gamin 150 de QI. Genre, tu t'envoies des Oppenheimer, des Einstein à l'appel comme ça, parce que tu sélectionnes les c'est embryons. une dinguerie, hein. Bah ouais, c'est exactement ce qui nous attend de notre vivant. On le verra de nos yeux sur ce siècle. Et donc, tu vois, il était question ici très probablement de faire un lobbying, peut-être de graisser la patte à des politiques pour changer un petit peu l'opinion publique par rapport à ça en Occident, parce que les Chinois vont le faire. Donc à un moment donné, c'est soit on les laisse faire, et potentiellement ils sont 10 fois plus intelligents et ils nous écrabouillent, soit on revoit un petit peu notre éthique et on dit bon bah les gars, ok, on peut comprendre que ça prend la tête, mais à un moment donné, au jeu du capitalisme et à la guerre, il va peut-être falloir se mettre au niveau. Donc bref, ça c'est un sujet. Il a été question d'autres sujets, d'altruisme, etc. Et donc il expliquait qu'il y avait un gros décalage entre les promesses de départ et la réalité. Voilà, c'est toujours pareil, tu sais, il y avait des gens qui prenaient parti pour SBF quand il y a eu le crash, en mode oui, ok, il s'est passé ça, ok, il a déconné, mais à sa place, vous auriez fait quoi, etc. Et il y a un peu de vrai, tu vois. Même si tu peux te dire c'est abusé ce qu'il a fait, c'est une crapule et tout, potentiellement, il y a un monde où il se faisait pas prendre la main dans le sac, et puis ils faisaient des financements, et dans le lot, il y avait des trucs intéressants. C'est toujours pareil. Moi, ce que j'ai pas kiffé avec ce thread Twitter, parce que je sais pas comment on prononcer. On dit trade. Ouais, je pense que c'est un thread, je pense. Mais... Ouais, je sais pas comment prononcer, les gars. I don't know, bro. I don't know, man. I don't know. Mais ce que j'ai pas kiffé, c'est que à la fin, ça faisait un peu genre demande d'attention à la fin, en mode n'hésitez pas à like, RT et follow. Enfin, ça faisait un peu cette dynamique-là. Je sais pas si t'as vu à la fin. Après, il fait son article de blog, ouais, il sique attention à mort, ouais. Ouais, ça c'est bon. Après, vas-y, je coupe ça. Donc ouais, ça c'est juste quelque chose sur lequel j'ai mis des réserves, mais sinon globalement ça semble cohérent par rapport à tous ceux dont on a entendu parler jusqu'à maintenant sur cette affaire. Donc je pense pas qu'il ment, je pense que juste la manière dont il a partagé est peut-être un peu maladroite sur certains points. Ensuite, on a Binance qui continue d'avoir des difficultés, quelles que soient les juridictions, sur ses partenaires. On a vu avec des partenaires bancaires pour de la carte bancaire. Là, il est question ici de retrait et de dépôt sur le réseau SEPA, qui est le réseau virement européen, à pas confondre avec le réseau mondial SWIFT. Donc eux, ils disent dans leur tweet, nous on vous dit qu'on va remettre tout ça en place le 25 septembre. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'ils s'engagent un peu beaucoup. Non, ils disent que ça marchera jusqu'au... Attends, mais c'est pourquoi je vous dis ça? Ça marchera jusqu'au 25 septembre.
parce que là, déclaration de suspension temporaire est prévue jusqu'au 25. Et là, effectivement, ça marche jusqu'au 25. Et bah, excusez-nous, sur cette coquille, il y a quiproquo. Bref, en tout cas, par rapport à ça, si je devais donner mon avis, c'est que Binance, ils vont se mettre en règle progressivement. Ils ont toujours eu des périodes dans leur vie où ils se faisaient un petit peu casser la tête. C'est ce qui se passe quand tu es quelqu'un de très très gros, mais pas suffisamment gros dans le paiement et que tu es dans une période de mise en règle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un acteur comme Coinbase qui a son linge plus blanc que blanc n'aura très probablement jamais ce genre de problème parce que justement, ils ont fait le choix d'aller dans le sens de la réglementation et d'en faire carrément plus que la moyenne, tu vois. Binance, ils viennent d'un monde où ils étaient un peu en mode doigt d'honneur la réglementation, puis on les a forcés un peu à se mettre en règle et maintenant qu'ils se mettent en règle, tout le monde essaie de leur tomber dessus, dont des partenaires bancaires, dont PaySafe, etc. etc. Moi, le conseil que je peux vous donner, j'adore le produit Binance, mais je vous invite à ne pas dépendre que de Binance et d'avoir des solutions de backup si jamais et que vous avez besoin de faire des ventes à un moment donné parce que vous avez un besoin de liquidité, parce que sinon vous allez vous retrouver en situation bloquante et ce serait dommage. Et si je devais vous en conseiller deux, ce serait Coinbase et Kraken qui ont tendance à être plus propres et avec moins Surtout d'embrouilles que Kraken, la en moyenne. vrai. Surtout Kraken, personnellement, parce que d'un point de vue frais, ils sont très compétitifs. Moi, j'ai eu une très bonne expérience avec eux d'un point de vue service client, retrait, etc. Moi, quand je fais des retraits, ça prend 1 heure. C'est-à-dire que je dis, OK, je retire en moins d'une heure. En général, même 30 minutes, ça arrive sur mon compte bancaire. Donc, ils sont vraiment efficaces. Et d'un point de vue frais, en vrai, c'est un peu cher par rapport à ce que vous voyez le reste du temps, mais pour avoir du vrai euro, du vrai dollar que vous pouvez retirer, voilà, moi personnellement j'utilise Kraken et ça se passe très bien. Je pense pas qu'ils sont PSAN d'ailleurs, c'est assez surprenant, non? Non, c'est vrai, ils sont pas du tout PSAN, je sais pas pourquoi. Et pour autant, bah, l'AMF leur casse pas la tête, c'est vrai ça. Est-ce qu'ils font pas de marketing de manière agressive en fait? Ils font pas de marketing en France tout court même. Voilà, tu vois, la seule news qu'on avait, c'est qu'ils souhaitaient racheter un PSAN pour pouvoir venir dans le game. Bah, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, hein. Et ils vont faire une filiale et ils vont la merger, ça fait sens, hein. Donc je pense que c'est une question de temps. En tout cas, sachez que Kraken, c'est un OG. C'est carré dans l'axe, il n'y a pas de souci. Juste à l'époque, des fois, il y avait la plateforme qui tombait quand il y avait trop de volume, etc. Et un peu de spread, mais mis à part ça, c'est carré, ils sont parfaitement à la page. Et l'inscription, en plus de ça, elle est super rapide avec une KYC super rapide. Donc voilà, c'était le petit coup de pub pour Kraken, ça fait plaisir, on n'est pas payé pour le faire, mais ils font bien les choses. Ensuite, on a Coinbase qui acquiert une participation dans Circle, l'émetteur du stablecoin, parce que justement, jusqu'à présent, Circle, ils avaient le Centre Consortium, qui a en fait un consortium de plusieurs entreprises. Et quand tu vas sur le site de Circle, tu peux voir justement, il y a Bitmain, il y a Coinbase, etc. Mais quand même, de base, Coinbase est beaucoup cul et chemise avec Circle. Là, l'idée, c'est de faire sauter ce consortium pour justement donner plus de pouvoir à Circle déjà d'une part et avoir plus de ce qu'on a mis ici, hein, prendre en charge plus de fonctions opérationnelles, plus de responsabilités comme la gestion des clés pour les contrats intelligents, les clés privées bien entendu, et le respect des réglementations. Et d'un autre côté, on a Coinbase qui va rentrer un peu plus dans le game avec Circle. On sait aussi que l'USDC va être déployé sur plus de blockchains. On n'a pas de liste officieuse, mais en liste officieuse, on a du Polkadot, le layer 2 Optimism, NIR, le layer 2 Arbitrum et Cosmos. Cosmos, c'est du sûr. Cosmos, c'est du sûr. Ça va être avec Noble. Ça, je le sais. Polkadot, c'est logique. Si tu es sur Cosmos, tu es sur Polkadot. Et je pense Optimism et Arbitrum, c'est des layer 2 avec de la TVL, donc c'est nécessaire. Pour ce qui est de NIR Protocol, bah, si c'est sur Solana, je pense que ça viendra sur NIR. NIR, c'est un peu particulier comme situation parce que, Il se passe rien dessus, non? bah ouais, et pourtant, c'est une Personne belle m'en vision, parle. hein. C'est une belle vision, hein. Après, en France, on en a peu parlé. Ils avaient fait une énorme levée avec une bête de vision. Eux, ils ont fait une superbe intégration du sharding, donc ça perf. Mais tout le monde s'en tape, en tout cas en francophonie. Voilà. Est-ce que ça restera comme ça? Je ne sais pas, mais c'est un peu raté pour le moment. Après, ils sont 41e, c'est pas non plus catastrophique, hein. Alors ça, cette info, je kiffe. Regardez, quand vous tapez Bitcoin Richlist sur Internet, en fait, vous pouvez voir les adresses Bitcoin qui détiennent le plus de Bitcoin. Donc on peut voir d'ailleurs que Binance a l'adresse qui en a le plus, le cold wallet.
Ça veut dire qu'ils ont aussi d'autres wallets où il y en a, tu vois, ils ont un deuxième cold wallet où ils en ont plus, ils pourraient même encore plus écraser les autres, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire en cas de piratage, pour des raisons techniques et autres. Après, on a Bitfinex, et donc on a cette fameuse adresse qui arrive en troisième. On ne sait pas officiellement qui y a derrière. Quand vous allez sur Bitcoin Wishlist et que vous cliquez sur une adresse, vous pouvez voir justement comment se fait l'accumulation dans le temps. Donc on peut voir que ça a commencé à accumuler Mais c'est Gemini, non? en mai 2023. On a 3 concurrents au trône, prétendants au trône. On a potentiellement Gemini, très gros exchange américain, pour ceux qui ne le savent pas, créé par les frères Winklevoss, qui sont les 2 frères jumeaux qui avaient prototypé l'idée de Facebook et qui ont délégué le code à Mark Zuckerberg et se sont fait complètement baiser, baiser par Mark Zuckerberg. Donc c'est Mark Zuckerberg qui a codé Facebook. Bref, il doit attaquer en justice. Si vous regardez le film sur le sujet, vous comprendrez. Et ce sont des OG du Bitcoin. Les premiers Bitcoin milliardaires, je crois d'ailleurs. Donc potentiellement c'est eux. Moi j'en doute. Personnellement j'en doute. Ensuite, en deuxième position, on a la fameuse théorie avec BlackRock, le gros fonds d'investissement. Mais en fait, BlackRock il gère pas. BlackRock ils mettent des billes dans des filiales, etc. Donc moi je trouve que ça n'a pas de sens de parler de BlackRock, honnêtement. Et après on a Robinhood, un gros exchange américain aussi. Moi je pense que c'est Robinhood personnellement. Mais on verra. Voilà, on le saura bien assez vite. En tout cas, personne n'a démenti ou validé d'informations. Donc pour le moment, c'est juste qu'il y a une grosse adresse qui est dans le top 3. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que si ça se trouve, c'est ni Gemini, ni Robinhood, ni BlackRock. Ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, tu pourrais faire une accumulation en mode discret sur plein de wallets et tout. Eux, ils ont fait le choix de se dire, regardez, nous, en 3 mois chrono, 3 mois et demi, on arrive avec nos grosses bots et on prend 3 milliards de dollars de BTC. Ça, c'est un coup de marketing de zinzin. C'est-à-dire que le moment où on saura qui c'est, toute la presse va en parler et ça va faire un gros coup marketing pour Tout le mettre monde en a du déjà show à parlé, c'est Binance, ça qui est etc. fou. Hein. Exactement. Donc c'est une affaire à suivre. Bon bah du coup on a le nom. On a le nom dans le chat, c'est Noximus 6 l'adresse. Excusez-nous. Non mais c'est Pour on se fait réglé. chier en fait. Voilà, donc pour le moment on n'a pas de nom, on a juste 3 prétendants avec de l'analyse on-chain, mais rien de sûr. Ensuite, dernier petit scandale par rapport au meme coin PP, PP Coin qui a eu un gros succès il y a quelques mois, qui a fait beaucoup de volume, etc. Il y a eu une petite équipe derrière, et bah là, visiblement, l'équipe ne s'est pas mis d'accord. En tout cas, c'est comme ça que se défendent certaines personnes du marketing chez eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le multisig a été remanié. Il y a donc moins d'acteurs qui peuvent agir sur les jetons. Et bah, tu as certains acteurs qui ont bougé 16 milliards de tokens, soit 16,8 millions de dollars sur des exchanges centralisés pour décaisser les PP. Et quand on regarde la chart, bah, ça fait mal, hein, Ah, mais forcément. ça pourrait être pire que ça, tu vois. Il y a toujours 380 millions de capitalisation. Hein. Ouais, bah c'est surtout que au final, ça a pas tant vendu que ça depuis la bad Bah news. oui, c'est ça, tu vois. Moi personnellement, hein, les gars, je vous fais pas de conseils d'investissement, mais faites gaffe, juste faites très gaffe, hein, parce que les meme coins, je sais qu'il y a des gens qui kiffent avoir des bitcoins dans leur portfolio. C'est pas mon cas, ça aurait pu avec du Doge, mais je sais qu'il y en a qui le font. Faites gaffe parce que là, quand même, ça sent pas très bon. Hein. Mais ouais, après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'ils ont vendu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont envoyé les fonds sur, sur des exchanges C'est vrai. centralisés. Donc, est-ce que c'est pas genre un moyen de faire paniquer tout le monde pour genre derrière, tu vois, je sais pas. C'est vrai ça. J'aurais tendance à, en tout cas, à prendre ça pour argent comptant et juste y réfléchir. Moi, dans tous les cas, j'ai pas de PP. Moi, j'ai juste du Doge et du SHIB, mais c'est tout. On vous laisse ensuite dans la description de cette vidéo, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, d'autres liens. Notamment, on a fait un petit bilan de Surfing Bitcoin que je n'ai pas encore lu. C'est notre équipe qui s'en est occupée. Mais voilà, si vous n'avez pas pu assister, ou même si vous y avez assisté et que vous avez envie d'avoir un petit bilan de ce qui s'est passé, sachez qu'on vous a fait un superbe article très complet sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Voilà, on a notamment ce monsieur dont je ne vais pas écorcher le prénom. Voilà, c'est Tadj, pardon, que j'ai pu interviewer. C'est le premier Tadj que j'ai rencontré. Voilà, qui bosse lui non pas directement sur le cœur de Lightning, mais qui bosse pour une entreprise qui s'appelle Lightning Spark, du B2B sur Lightning, mais il est aussi co-auteur du white paper de Lightning Network. C'est quand même puissant pour les passionnés de vous dire on peut aller à un événement et parler à des gens qui ont bossé sur des protocoles aussi big, tu vois. Parce qu'autant parler à Vitalik c'est chaud,
Autant là, on parle quand même d'un des co-auteurs de Lightning Network, c'est-à-dire que depuis 2015, hein, il planche sur le sujet, on est en 2023. C'est assez violent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté dans mes petites notes habituelles? Voilà pour les membres du club, les interviews qui arrivent. Donc Stéphanie de Binance France, on a Bastien de A5, entreprise française spécialisée sur Lightning Spark du coup, dont je viens de vous parler à l'instant. Une nouvelle interview du CTO Charles Guillemet, CTO de Ledger. On n'a quasiment pas parlé de Ledger. Je lui ai dit, tu sais quoi Charles, pour une fois, on va parler tech. On va parler tech et j'aimerais bien ton avis sur les roll-ups, sur Ethereum, sur le scaling. Et puis bien sûr à la fin, comment vous faites une due diligence en tant que Ledger pour lister les coins que vous allez en fait avec lesquels vous allez être compatible. Donc déjà, spoiler un petit peu, ils se concentrent beaucoup sur le top 100, plus ils prennent des risques sur les jetons. Par exemple, si un jeton, ça leur semble évident que ça va prendre, et ben, ils sont prêts à allouer des ressources pour le faire. Mais voilà, ils ont plusieurs étapes au niveau de l'inspection pour savoir comment ils vont lister des nouveaux jetons sur Ledger. Et puis surtout, tu as plusieurs étapes aussi. Est-ce que tu Quand gères tu dis tout le lister, jeton c'est juste permettre d'avoir de l'utilité autour de ça et de les utiliser proprement, style les staker ou avoir des Voilà, actions c'est par ça. rapport à ça. Parce En qu'en fait, soi, tu peux quand même utiliser n'importe quel jeton ERC20 par exemple sur ton adresse Ethereum Ledger, quoi. par exemple, quand vous allez sur cette page et que vous tapez un nom de jeton, tu peux voir justement tout ce qui est possible de faire. Donc des fois, bon bah t'as le stacking qui est proposé ou non, et puis des fois t'as moins de trucs. Tu vois par exemple le Léo, Tu peux mettre le lien Léo, dans y le a chat rien. en vrai? Ouais, Mais moi, je suis curieux de voir. nous pour la boucle. Voilà, et par exemple, fut un temps, je sais pas si ça a évolué pour Solana, mais je sais qu'il gérait pas tout Solana. Il gérait que la partie Ledger Live. Il le gérait pas sur le Ledger. Maintenant, il le gère sur le Ledger, tu vois. Donc c'est bien de se renseigner. Par exemple, je sais pas, vous avez un jeton en particulier, vous le mettez dans cette liste. Je vais prendre le Ergo qui est un jeton en Proof of Work. Qu'est-ce qu'il en est? Bah, il est même pas dans la liste, tu vois. Comment c'est réglé? Mais voilà, tu peux envoyer, recevoir sur ton Ledger, mais tu peux rien faire de plus. Ensuite, je m'étais noté le Coin Hebdo de la semaine dernière, vu qu'on n'a pas fait l'émission. On sait que Donald Trump possède pas mal de crypto-monnaies, malgré ses dires, surtout de l'Ether, visiblement. On a eu aussi la sortie du Layer 1 C-Network. Alors, je vais faire une petite parenthèse dessus. On en avait parlé sur une émission et c'était pas une émission masterclass. Qu'est-ce que je pense de C-Network? Alors, C-Network, c'est basé sur le Cosmos SDK. C'est une crypto-monnaie de l'écosystème Cosmos, du coup. C'est Solana sur Cosmos. C'est un peu bête et méchant, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, on fait un Layer 1 performant à basse latence avec un block time de 700 millisecondes par bloc à peu près. Donc, ça en fait d'ailleurs la blockchain la plus rapide de l'écosystème Cosmos. Du coup, avec des frais extrêmement bas. Mais pour sortir un peu de l'ordinaire, on va aussi proposer des Layer 2, par exemple, pour les passionnés. Tu vas avoir le Layer 2 Nitro, qui est justement un Layer 2 pour supporter la machine virtuelle Solana sur. L'idée, c'est quoi? C'est justement de dire aux gars, bon, bah, vous êtes sur Solana, bah, venez chez moi. Moi, ma blockchain, elle est jamais tombée. Elle fonctionne avec tout l'écosystème Cosmos. Et comme c'est nouveau, bah, si vous lancez un protocole, les yeux vont être sur vous. Donc, n'hésitez pas. C'est une initiative, d'ailleurs, ce Layer 2 qui a été lancé directement par C-Labs. L'entreprise derrière, c'est Network. Ensuite, c'est une VC chain, donc avec des investisseurs qui ont une partie énorme des jetons. Je crois d'ailleurs qu'on a fait un point sur la tokenomics, voilà. Donc 20% pour la team, 20% pour les private investors, et après c'est pour l'écosystème pour des airdrops, des incentivisations, etc., etc. Donc on a une analyse fondamentale complète sur le sujet, je vous la laisse en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Donc voilà, tu vois, ça fait partie de ces Layer 1 avec Sui, Aptos, etc. qui sont sortis en bear market, qu'il faut surveiller. Eux, ils se concentrent surtout sur la DeFi et tout ce qui va être finance. Est-ce que ça a beaucoup build dessus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des NFT, etc. dessus? Je crois que oui. Je crois même qu'ils ont proposé un standard particulier de jetons pour leur blockchain. C'est à surveiller. Maintenant, côté prix, je crois que c'est en descente aux enfers depuis le lancement, comme ça a été le cas de Sui et de Aptos. Donc, méfiez-vous quand même. Fully diluted, tu vois, on est sur une capitalisation de 238 millions, mais fully diluted, on est à 1,3 milliard. Donc, on a seulement 18% des jetons qui ont été émis pour le moment. Donc, faites le nécessaire avec ces informations-là. Côté tech, c'est intéressant, mais côté investissement, pour le moment, c'est la descente aux enfers tant qu'on n'a pas de signal de force sur le prix Après, à c'est surveiller. normal, tu vois, genre quand t'as un airdrop, quand t'as un jeton qui... Il y a eu un airdrop, non? Ouais, il y a un airdrop. Je crois bien qu'il y a eu un airdrop, ouais. Quand t'as un airdrop, quand t'as un jeton qui se lance dans ces conditions de marché ici, juste les gens, ils veulent récupérer un maximum d'argent, parce que même, les gens ferment les airdrops, et s'ils ont pas une énorme conviction dans le projet, bah juste, ils vendent, en fait. Donc, Ah oui?
Complètement. Pour moi, c'est pas étonnant. Et en vrai, je crois on n'a pas eu ça exactement de la même manière. Mais même si tu regardes, bon, ça n'a pas d'homme de la même manière. Mais WorldCoin, pareil, ça se casse la gueule. Ouais. Arbitrum, quand ça a été listé, ça a tenu quand même. Mais ouais, tu vois, WorldCoin, c'est actuellement. Exact, Donc, exact. Pour le moment, c'est pour ça. Tant qu'on n'a pas de signe de force. Alors, on me dit dans le chat ICP, c'est autre chose. ICP, c'est un scandale ce qui s'est passé. C'est un scandale, source d'énormément de théories du complot. Bah, vous savez quoi, je vous en parlais 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ICP? Pendant le bull run de 2017, ça s'appelait Definity. C'était le projet le plus hype des gens qui faisaient de l'analyse fondamentale autour de moi. C'était vraiment le Messi, hein, mais vraiment le Messi, plus loin que EOS, tout. C'était vraiment Lionel Messi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Messi. tant qu'il n'a pas été listé sur les exchanges, tu as eu des produits dérivés où tu pouvais spéculer sur le prix futur d'ICP, comme sur MEXC, etc. Quelques jours avant le listing officiel sur Binance et les autres exchanges, il y a eu un produit financier, un produit dérivé qui est sorti sur FTX. Ce produit dérivé a pumpé à mort. Donc, la théorie du complot qui a été relayée non pas directement par ICP, même si un petit peu quand même, c'était que potentiellement, comme c'était un concurrent de Solana, FTX a essayé de le faire pumper puis de le faire dumper à mort pour dégoûter les investisseurs du projet. Est-ce que c'est vrai, c'est pas prêt, j'en sais rien. Est-ce qu'on aura le fond de l'histoire un jour? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'effectivement, ça s'est listé à 400 $. Le truc était dans le top 5 CoinMarketCap au listing alors qu'il n'y avait rien. C'est Surtout que c'est un n'importe truc quoi. qui est assez centralisé d'une certaine façon. Par contre, niveau performance, c'est un banger. En termes de ce qui est possible pour faire des applications complexes, c'est un banger aussi. Mais bon, voilà, ça a séché pas mal de monde. Et moi, pour avoir quand même fait l'effort de regarder les projets qui allaient se build dessus, ça me faisait pas bander. Clairement, ça me faisait pas bander. Mais à peu près comme 99,9% des projets qui sont build dans les crypto-monnaies. Parce qu'au final, c'est tous des forks des uns des autres ou des produits que personne n'utilise. Un peu méchant dit comme ça, mais j'espère qu'un jour, on utilisera des applications où le normie sera pas qu'il y aura de la blockchain et de la crypto derrière, mais nous on le saura et on pourra spéculer dessus. Ça c'est mon rêve. Pour le moment, on va rester sur Uniswap, hein. Voilà. Mais déjà, je sais même pas comment, genre, ICP est resté, genre, aussi haut, aussi longtemps. Genre, j'ai même du mal à concevoir comment ces prix n'ont pas été vendus instantanément, parce qu'il y a des, enfin, C'est ICP, tu vrai. vois, sur les prix qui étaient aussi hauts, on y est resté longtemps, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il On y a a eu beaucoup de tant de jetons. shorts, hein. Beaucoup de jetons en circulation et je crois qu'on est juste un petit peu au-dessus du prix ICO en fait. C'est juste que quand il a été listé, il a totalement dérouillé le prix ICO, mais voilà. Donc je pense que c'est ça. Yes, on a commencé à 19h. Juste, petit message pour les gens qui nous regardent. On a même fait un pic quasiment à 380 personnes là tout à l'heure. Oui. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous mets le lien dans le chat tout simplement. On a un Discord Coin Academy dans lequel on partage un petit peu les dernières nouveautés. Il y a notamment une partie un peu privée pour ceux qui détiennent un de nos NFT avec la DAO qui arrive. Et c'est tout simplement un endroit où Capet et moi répondons à certains de vos messages, etc. Et le but, c'est un peu de créer une sorte de Discord serveur avec de l'entraide, plutôt orienté fondamental que trading. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker ça, tout simplement. Le lien est dans le chat et sera aussi en description En YouTube. description YouTube. Alors, d'ailleurs, pour que je ne l'oublie pas pour la description YouTube, je vais le noter juste ici. Et le QR code qui est aussi affiché dans le live, en haut à gauche, si vous le scannez, vous accédez directement à la page de présentation du club, qui est donc globalement un groupe un peu privé premium avec des contenus en accès anticipé et exclusif sur Coin Academy et qui va vous permettre de participer à la DAO. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à scanner, vous avez toutes les infos dessus et ça nous engage évidemment en rien. On est bientôt à 2 heures d'émission, donc je vais faire très rapide. Moi, je vous invite à faire un truc, en tout cas, moi, je vais le faire plus régulièrement parce qu'avant, j'avais pas ce réflexe-là. Quand vous allez sur CoinMarketCap ou CoinGecko, vous allez dans plateforme d'échange au comptant ou spot. Vous prenez Binance ou Coinbase ou autre. Et vous regardez un petit peu quelles sont les crypto-monnaies dans le marché qui ont du volume. Et tu peux voir qu'on a Sui, on a Bluzel qui a du volume que je ne connaissais pas d'ailleurs. On a LivePeer, etc. Et ça peut être l'occasion, en spot. Ouais. Ça peut être l'occasion de se renseigner sur les fondamentaux de ces projets. Tu vois, par exemple, CyberConnect, je ne connais pas du tout. Puis même Sui, c'est sorti et on va peut-être avoir tendance à l'oublier. Et tu vois, je me dis peut-être que ce serait pas con de surveiller ça. Même Aptos en soi, c'est sorti, on en parle moins. Exact. Il y a quoi d'autre? Arbitrum, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça, le jeton. Hein.
Oui, Coin Academy suit et donc si jamais notre moteur de recherche par défaut nous troll, vous tapez le nom du projet et généralement il y a une analyse fondamentale dessus et si c'est pas le cas et qu'il est en top volume, ben, il faut que ça devienne le cas pour qu'on ait la réponse à tout. En tout cas, là dans cette liste, ça c'est analysé. Ça aussi, TrueUSD on l'a pas fait, je crois pas. Ça a été fait. Ça a été fait. Voilà, on en a quand même analysé quelques-uns. Celui, c'est top 89? Ah ouais, mais la Fully Diluted est énorme. Celui, c'est que top 89? Ouais, mais c'est parce que la Fully Diluted, elle est genre 15 fois supérieure à la capitalisation en circulating supply. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, identifier potentiellement des projets qui peuvent vous intéresser. Tu t'es intéressé un peu au CAF Friend Tech ou pas du tout, toi, Léo? Je sais que tout le monde en parlait cette semaine, mais... Ouais, non, en vrai, je me suis pas intéressé. C'est une sorte de réseau social avec Ouais, système c'est sur d'abonnement. Base et tout, et ça permet de spéculer sur des créateurs de contenu, des influenceurs, des traders, tout ce que tu veux. Je me suis pas pris la claque, j'ai pas testé. Et Paraît que en c'est un vrai, point j'aurais de dû. En vrai, j'aurais dû. Je pense qu'il y a évidemment des dynamiques un peu spontanées, mais c'est juste que c'est une app qui est très utilisée et qui est sur le réseau Base, du coup, layer 2 de Coinbase, donc c'est assez intéressant. Mais ouais, j'ai pas assez suivi, je suis pas assez renseigné sur le sujet. Je sais que Chris Mick sur le CTFR s'est mis dessus très tôt, Ouais, mais ouais, j'ai ok. pas assez digué perso. Mais on a un article dessus, peut-être que je peux le mettre dans le chat. Que je mets dans le chat et que je vous laisse dans la description YouTube. Et puis voilà, après, très rapidement, je m'intéresse au jeton Proof of Work. Alors tu vois, j'avais regardé ce projet-là qui se vend très très bien. Et très rapidement, j'ai eu un abonné qui m'a dit « Ouais, bah regarde la critique, ça va te sécher direct. » En fait, voilà, t'as tous les buzzwords qu'il faut pour te faire croire qu'ils ont réglé plein de problèmes par rapport à Bitcoin. Mais visiblement non, et ce qui peut expliquer aussi leur market cap. Alors après, t'as Ergo Platform, qui est en fait un projet en Proof of Work qui a été créé par un des chercheurs de Cardano. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à Cardano, les chercheurs de chez Cardano, ils sont chauds, normalement. Et tu as une analyse du projet qui a été faite par Bybit, j'ai regardé rapidement. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'ils essaient un petit peu de mélanger le meilleur des deux mondes entre Bitcoin et Ethereum. Apparemment, il n'y a pas de frais de gaz. Par contre, tu as une inflation et tu as un système, moi j'appelle ça du compte dormant, ils appellent ça du Ergo Rent Storage. En gros, si tu as une adresse qui détient des jetons et que ces jetons ne bougent pas après 4 ans, et bien en fait, ces jetons vont être slashés et vont repartir en incentivisation pour les mineurs. Du coup, tu es obligé de bouger tes fonds. Pourquoi je parle de compte dormant? Parce que dans le système bancaire, si tu fais pas bouger ton argent avant un bon moment, bah, il t'envoie des mails et si ça bouge toujours pas, bah, il te prélève des sous, voire il te clôture le compte et ils te prennent tout. Tu utilises souvent la blockchain Cardano, non Dallas, mais tout ce que je sais, c'est que pour un projet qui n'a pas beaucoup produit, c'est toujours impressionnant de voir qu'il est 8ème, déjà d'une part, et que d'autre part, il y a plein de gens qui l'achètent toujours. Hein. T'as plein de gens qui l'achètent ce Cardano, donc peut-être qu'un jour il va nous choquer, je sais pas. L'avenir nous le dira. J'allais dire une folie. Ensuite, on a Starknet qui a fait un pic de transactions par seconde à 126 transactions par seconde. Donc là, on est vraiment sur le layer 2 qui arrache tout. Et c'est pas fini, ça va aller mieux en s'arrangeant. Tu as un guide des différents types de ZK EVM que je vous laisse en description aussi, que je vous mets dans le chat, produit par ThirdWeb, qui est un superbe site d'ailleurs. ThirdWeb, ils font beaucoup de ressources vraiment sympas. Dbank va sortir un layer 2. Comme je vous disais tout à l'heure, XRP, il va y avoir apparemment un airdrop au 1er septembre. Et puis voilà pour mes petites notes. Hein. On arrive sur 1h57 de live. Comme ça, on reste dans le format. Hein. Donc vous voyez, là-bas, là, il y a un petit QR code. Ça, on n'en a pas trop parlé pendant cette émission en plus. Non, ça va. En vrai, on a eu 50 flashs sur le QR code. J'espère qu'on n'aura pas de bugs dans les émissions futures parce qu'on a une meilleure qualité et tout. Mais tu vois, le fait que ça a décroché un petit peu, ça en a mis dehors un paquet. Donc ça, c'est dommage. Ouais, après, je pense que c'est juste ma connexion, honnêtement. Hein. Ouais, mais ça m'a aussi fait bugger moi, gros. Ouais. Bon, on verra plus tard, de toute façon. Ça nous a fait bugger tous les deux. Ouais, mais on verra plus tard, ouais. On leur enverra un message au support parce qu'on vient quand même de leur donner 1 milliard d'euros. Donc si c'est pour avoir un bug dès la première émission, ils pourraient quand même gérer. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Si vous êtes sur YouTube, vous avez tous les liens utiles en description. Le petit like, le petit commentaire pour pousser dans l'algo. Il y a beaucoup de contenu interview qui arrive, des analyses fondamentales aussi qui vont arriver sur ma chaîne YouTube perso. C'était une super émission. Toujours un plaisir de vous voir. Toujours un plaisir de vous voir aussi au Surfing Bitcoin, bien entendu. Ne vous sentez pas gênés de venir nous voir. Faites-nous coucou, venez discuter. Il y en a qui l'ont fait et ils ont kiffé. On est à 2 heures d'émission. Léo, mot de la fin. Pump it. Pump it, hein. Pump it, exactement. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, allez les gars, et les femmes, s'il y en a. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. La bise, tchuss.